Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission au format Back Issues. C'est votre podcast dans lequel nous revenons sur des bandes dessinées que nous avons lues et dont on a envie de parler, tout simplement. Alors pour vous en dire du bien, parfois du moins bien, l'important c'est de revenir un petit peu, de s'accorder 5-10 minutes pour faire le tour d'un album, ce qu'on a trouvé d'intéressant, ce qu'on a trouvé peut-être de moins intéressant. Et bien entendu, cette émission, je ne la fais pas seule, puisque l'ami Corentin est avec nous. Oui. Tu vas bien ? Oui. Eh ben ça me fait plaisir. Oui. Eh ben, let's go. T'as l'air malade ? Bah oui, un petit peu. Bah alors c'est vrai que je suis un peu malade, puisque j'ai découvert à l'aube de mes 33 ans que en fait tu étais allergique au pollen. Je pouvais faire de l'allergie au pollen. Ça m'a pas fait le cas pendant 32 ans. Et la 33e, c'est un peu. C'est souvent comme ça. Hein. C'est l'âge du Christ. C'est tu sais. Comment en fait on dit le système immunitaire en fait diminue avec l'âge et s'adapte aux modulations de la vie. Comme après un déménagement ou un événement traumatique. Matt Kindt est devenu allergique aux chats après avoir eu son premier enfant. C'est fou quand même. Oui. Alors toute sa vie, il avait eu des chats. Et un jour, il a dit, mais en fait, maintenant, mon corps est allergique. C'est trop bizarre ou quoi ? Faites gaffe à vos corps et à vos allergies. Et savez-vous, voilà, et pour l'allergie, sachez en fait que l'allergie, c'est simplement un emballement de votre système immunitaire qui va prendre en compte le fait qu'une particule, en fait, va être reconnue et détectée comme un antigène, enfin, comme quelque chose de dangereux pour vous, alors que ça ne l'est fondamentalement pas. Ce qui est terrible. En fait, c'est un système immunitaire qui fonctionne trop bien. Vous avez des lymphocytes en fait qui reconnaissent des particules et qui disent ça c'est dangereux, alors qu'en fait non, ils font un peu de zèle quoi. Ils font un petit peu de zèle. C'est un peu c'est pas une fatalité. C'est un peu des lymphocytes macronistes quelque part. Si on t'injecte régulièrement la molécule, du coup après ton tu corps, peux te désensibiliser. Tu peux effectivement au truc et il dit en fait c'est pas dangereux. C'est ça. Mais en fait, j'étais con depuis tout ce temps-là. Je pensais que les cacahuètes, c'était affreux. En fait, non, tout va bien. C'est ça. Allez, Corentin, après cette introduction scientifique, nous allons pouvoir attaquer d'emblée ce Back Issues. On s'excuse pour le retard, pour ne pas avoir fait de Back Issues depuis quelques temps, depuis un bon mois et demi, je dirais au moins. Depuis la dernière fois, on a enregistré l'émission. Tunnel de travail et surtout tunnel d'interview en fait. Vous avez vu avec Angoulême, puis Fact, puis le Paris Fan Festival et toutes les interviews qu'on peut faire aussi en ligne également. On a eu beaucoup d'interviews et en fait, je plaide coupable parce que j'ai voulu impulser le fait qu'on allait toutes les retranscrire au moins parce on n'a vraiment pas le temps de pouvoir les doubler comme on l'a fait l'an dernier, mais au moins pour que les non anglophones puissent en profiter de les retranscrire. Je vous avoue que je pense pas que je poursuivrai cet effort à partir du second semestre. Là, j'ai terminé toutes celles qu'on a faites, mais je pense pas que ce soit forcément et je sais que ça c'est un peu chiant pour ceux qui sont pas anglophones, mais comprenez juste que l'investissement temporel et la charge de travail que ça représente par rapport au retour sur investissement, si on peut parler dans ces termes un peu vulgaires, en fait, c'est juste que c'est trop compliqué. Mais voilà, il y a quand même quelques interviews sur lesquelles je pense peut-être les plus importantes, sans jugement de valeur non plus. Mais voilà, qu'on a un Bendis, effectivement, c'est peut-être plus important que quand c'est Marcio Takara, sans jeter de discrédit au travail de Marcio. Mais voilà, je pense qu'à l'avenir, on se concentrera peut-être sur quelques interviews. Et c'est pour ça, juste, avec tout le temps que ça prenait, et même si on continue de lire aussi et qu'on essaie de se tenir à jour sur tout ce qui sort, on n'a pas pu se dégager le temps pour faire du Back Issues. Mais là, on a quand même pas mal de choses qu'on va rattraper, je crois, dans les prochaines semaines. Donc voilà, il y aura plein de comics lus et décortiqués par nos soins. Je voulais juste dire que aussi, l'interview de Bendis, c'est peut-être aussi un truc qu'il faudrait, tu vois, prendre en exemple des interviews qui sont parfois très très longues et qui demandent des jours de travail. Et le code source de Comics Blog est d'accord avec moi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est une interview tellement longue que le site Comics Blog refusait de l'intégrer en entier dans un texte d'article. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans la catégorie de dossier et qu'on l'a divisé en 3 parties. C'est très Bendis, ça déjà. Tu vois. Parce que sinon c'était pas possible. Mais entre temps, il y a eu Todd McFarlane qui est revenu. Il y a eu je sais plus lesquels j'ai dû retranscrire. Enriquez ? Non. Ouais, Daniel Henriquez que j'ai fait pour Fact, aussi Takeshi Miyazawa, enfin voilà, toutes celles qui ont été retranscrites. Il y en a d'autres qui arrivent. Et il y en a tout d'autres bientôt. Et il y en a d'autres qui arrivent. Corentin, je le disais un petit peu, non, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais je le dis, je fais juste un petit préambule sur un album sur lequel on va pas débattre forcément parce que en fait, c'est ça aussi, c'est qu'à force de parler, on connaît nos affinités respectives. On sait aussi parfois que Corentin est pas forcément friand ou client de certains types d'ouvrages, et donc que ça sert à rien de lui dire alors qu'est-ce que t'en as pensé, puisque c'est comme si en fait il aime pas les brocolis, et je lui dis alors qu'est-ce que t'as pensé de ce gratin au brocoli.
Et ben il dira bah écoute j'aime toujours pas les brocolis en fait. Donc en l'occurrence je parle surtout des albums de bande dessinée jeunesse sur lesquels Corentin est pas forcément le meilleur client. On attend pour cela qu'il soit papa parce que bien entendu son regard changera et que ses gamins sont en âge de lire, donc ça mettra quelques années encore mine de rien. Mais sauf si on a une technologie pour te faire un Damian Wayne qui sera déjà tout de suite âgé de 10 ans. Et donc tout ça pour vous dire que je vais juste vous faire un petit topo juste sur un album que j'ai vraiment kiffé qui est sorti chez Dupuis aux éditions Dupuis. Donc là vous faites mais Dupuis ce n'est pas des comics pour autant Arnaud. Et là je vais vous dire ben en fait si complètement. J'ai du mal à identifier l'accent là. Je ne sais pas. Il y avait un côté picard, lorrain et marseillais. Moi, je suis multiculturel, tu sais. Je suis pour toutes les cultures du monde. Germano-italien. C'est ça. Donc, si c'est en l'occurrence, c'est bien du comics. Hein, vous le savez, en plus depuis, parce qu'on avait fait un podcast ensemble, mais depuis qu'Olivier Jalabert est arrivé aux éditions Dupuis, on en trouve un peu plus facilement des choses qui sont parues d'abord dans des pays anglophones. On avait notamment fait un podcast pour Saison 200. Mais en l'occurrence, là, c'est un album qui s'appelle Retour à Neverland. Le titre en anglais, c'était Neverlanders. Et on en avait suivi pas mal le déroulé en VO parce qu'en fait, il s'était passé facile 3 ans, je crois, entre l'annonce initiale du titre et sa publication effective. Donc, c'est de Tom Taylor, que vous connaissez, je crois, qui est d'ailleurs l'un de nos invités qu'on a eu l'année dernière sur le podcast. Mais il en a parlé d'ailleurs, je crois, de ça aussi. Et il en avait parlé, tout à fait. On en parlait à l'époque parce que ça allait sortir justement en ce début d'année. Donc on avait dit ah oui, enfin, je lui avais fait la réflexion que enfin ça sortait en France. C'est illustré par John Somariva et c'est une reprise moderne, on va dire, pour vous la faire très simple, de Peter Pan. En fait, on suit un groupe d'orphelins, d'enfants sans abri, plutôt enfants-ados, qui aident un gamin qui s'appelle Paco qui a des emmerdes donc dans leur ville, et il s'avère qu'en fait que le Paco vient du pays imaginaire c'est comme ça qu'on l'appelle, pas le Neverland justement, et en fait il est avec une fée Clochette qui est un peu plus punk qu'à l'habitude, crâne rasé, un peu brut de décoffrage, qui hésite pas à dire des gros mots, et en fait ils vont leur demander de venir sur l'île imaginaire pour les aider à affronter les forces venues de entre guillemets l'autre monde. On sait pas trop qui c'est. Est-ce que c'est le capitaine Crochet? Est-ce que c'est le descendant du capitaine Crochet? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Et de là en fait, arrivés à Neverland, ils vont rendre compte de ce qui se passe là-bas. Il y a la découverte du pays, le fait de s'approprier aussi un petit peu un titre héroïque, notamment avec l'héroïne qui s'appelle Bee et qui va avoir un costume jaune et noir à rayures, parce que Bee ça veut dire ah ouais, oui, j'ai compris là, c'est malin, et c'est malin, oui, et ça va suivre en fait un déroulé vraiment alors pas forcément de récit initiatique, mais vraiment d'apprendre aussi sur 2 axes, à la fois sur l'acceptation et l'intégration, le fait vraiment quelque chose de très très cool pour les kids dans le sens de c'est avec tes amis aussi que tu peux former ta propre famille même quand tactiquement tu n'en as pas. Donc ça, de toute façon, Tom Taylor a toujours été caractérisé par une écriture assez bienveillante en fait, et assez proactive sur crowd pleasure. Voilà, sur des choses chouettes, mais aussi et c'est de là aussi que j'en parle parce que je pense que ça peut aussi parler à des adultes. Par rapport à ceux qui aiment bien Peter Pan, il y a un axe qui est assez intéressant aussi sur ce côté on finit tous par grandir, et on finit tous par se lasser un peu de ce qui fait la candeur de l'enfance et tout ça, et graphique jeunesse par exemple. Non, non, justement, justement pas. Et je trouve que dans cette approche, et par rapport à ceux qui connaissent un peu le lore, mais très basique, juste le lore Disney de Peter Pan, c'est plutôt pas mal en fait. Alors il y a, on va dire qu'il y a un twist, où il y a un retournement de situation auquel tu t'attends forcément quand tu connais un peu les bails et que tu connais un peu ce genre d'exercice d'écriture. Mais c'est vraiment une lecture qui est super plaisante. Ça fait plus de 200 pages quand même. C'est quand même vraiment assez épais, et surtout c'est superbement illustré donc par John Somariva, qui je crois c'était peut-être l'un de ses premiers titres où il était vraiment en tant que dessinateur, parce que sinon John Somariva on connaît surtout pour son boulot de coloriste. Donc là c'est quoi, parce qu'il se met en couleur, il va se mettre en couleur lui-même, mais vraiment c'est un graphisme très très cartoon, mais qui manque pas de détails, un peu en camien, je trouve. Ouais, que tu peux Wakfu, tout ça. Ouais, complètement, ouais, ça peut faire penser à ça, mais on est vraiment dans un coupage qui est très comics, c'est 2-3 bandes maximum, t'as beaucoup de splash page, c'est très coloré, c'est il y a une petite gamine qui a pas de pouvoir, qui est encore trop petite, mais qui se met un costume de lézard en fait parce qu'elle veut être un lézard, parce que lézard dinosaure un peu, qui est vraiment trop, il y a plein de petits de petits personnages comme ça qui sont super attachants. Donc je trouve vraiment que c'est une lecture qui est super agréable, et dont je suis vraiment content en fait qu'on puisse la voir. Ça permet de découvrir une autre facette de Tom Taylor que vous connaissez sûrement pour
vraiment l'homme des jeux de massacre, on va dire, notamment chez DC Comics. Mais on vous rappelle qu'il a commencé par de la bande dessinée jeunesse en Australie avec The Deep. Donc voilà, c'est un peu bien de le voir aussi. En fait, techniquement, il retourne à ses racines avec ce type d'album. Donc voilà, c'est sorti depuis le 1er mars. Voilà, on en parle seulement maintenant, mais moi, ça me tenait à cœur de vous faire un petit topo. Donc c'est en format... c'est pas du format comics standard, c'est un peu plus petit que la moyenne et c'est broché avec les rabats, donc un format qu'on trouve qu'on retrouve souvent en fait pour ce type de publication, et c'est disponible aux éditions Dupuis, et à titre personnel je vous le recommande. Voilà, ceci étant fait, Corentin, je vais pouvoir te laisser la parole aussi, puisqu'il faut que ce podcast soit un lieu d'échange et de discussion. Et de ce côté-là, Corentin, on va commencer avec une touche de super-héros du côté de Panini Comics. Il y a beaucoup de choses qui sortent chez Panini Comics tous les mois. On n'a pas le temps de pouvoir tout traiter, donc il faut faire des choix, et notre choix en l'occurrence c'est sur la nouvelle série Hulk, parce que dans l'offre 100% Marvel, donc qui est les albums standards chez Panini, il y a pas mal de nouvelles séries qui sont sorties ces derniers temps et dont on a envie de parler, parce que je pense qu'elle représente peut-être alors on sera pas d'accord forcément pour Hulk, mais je trouve que c'est les séries qui sont peut-être les plus intéressantes en ce moment. On reparlera prochainement du Captain America de Straczynski par exemple, mais là on va parler donc de la relance de Hulk par Philip Kennedy Johnson avec Nick Klein et Travel Foreman au dessin. Vous savez, Hulk, il y a eu un run absolument incroyable de Al Ewing, Immortal Hulk, 50 numéros, pas mal de quelques petits numéros en tiny et tout ça, mais voilà, qui a quand même complètement redéfini la mythologie de Hulk en introduisant le fait que toutes les personnes contaminées par les radiations gamma en fait passent dans ce qu'on appelle l'en-dessous de tout grâce à une porte verte, et que c'est une sorte d'antichambre de l'enfer, et que ça explique en fait que ils sont virtuellement immortels. Ça explique pourquoi Hulk et ses semblables en fait sont morts des quantités de fois tout au long de la grande continuité Marvel, ils sont toujours revenus à la vie. C'était vraiment assez exceptionnel la façon dont ça développe aussi le côté de des troubles de la personnalité de Bruce Banner, la façon dont toutes les différentes versions de Hulk coexistaient. Et une fois que ce run était fini, c'est Donny Cates qui s'était emparé j'allais dire de la chose, mais du Hulk pour le coup. Parce que on va faire des jeux de mots pour en faire quelque chose de beaucoup plus bourrin, dans lequel en fait Bruce Banner, Hulk, était accusé d'avoir tué des gens au Texas. Il décidait, plutôt que de se faire renvoyer sur une planète comme ça avait été le cas il y a très longtemps avec les Illuminati, en fait il décide de se casser parce qu'il est un peu poursuivi par ses collègues Avengers. Et en fait là c'était vraiment un côté plus où Bruce Banner en tant que tel utilisait le corps du Hulk comme une sorte de vaisseau spatial. C'était assez taré, assez bourrin, comment on va le dire, et surtout par contre ça finissait en autre boudin, puisque il est arrivé des bricoles à Donny Cates en plein cours d'écriture. C'est Ryan Otley qui a dû finir des bricoles de type un accident de voiture qui l'a complètement bousillé le cerveau. C'est ça, voilà, et qui lui a fait des bricoles de ce genre-là. Oui, non, des grosses bricoles, hein. Je voulais pas forcément rentrer dans les détails, mais voilà, il a eu un accident qui est très grave. Il ne pouvait plus écrire en l'occurrence, hein, littéralement, et donc c'est Ryan Otley qui avait dû finir quand même en bricolant la fin du deuxième arc, qui n'était pas très très bon, et en fait on n'aura jamais de toute façon la vision totale de ce que Donny Cates avait imaginé là-dessus. Donc en fait Marvel a demandé à Philip Kennedy Johnson de relancer de nouveau au numéro 1, et quelque part en fait on peut considérer que le passage Hulk de Cates un petit peu mis entre parenthèses. Il y a un seul élément qui est vraiment gardé, c'est le côté juste que dans ce passage-là sur Cates, il y a quand même Bruce Banner qui avait enfermé Hulk en tant que tel. En fait, dans ce grand vaisseau que constituait le vaisseau, il y avait une chambre forte dans laquelle l'entité Hulk était enfermée, et que Bruce Banner exploitait complètement. Donc ça fait longtemps que les deux ne peuvent pas s'entendre, mais là c'était quand même clairement assez toxique comme relation. Donc cet élément est repris dans le fait que dans la nouvelle série Incredible Hulk, c'est la partie Hulk par contre qui veut se débarrasser de Bruce Banner, mais après dans la tonalité on revient à quelque chose dans l'horreur, et c'est quelque part vraiment une suite plus directe finalement de ce que Al Ewing avait fait avec le Immortal Hulk. Corentin, je crois que toi, tu n'as pas été complètement convaincu. J'en suis un peu peiné parce que je comprends bien. J'en ai pas été convaincu pour différentes raisons. Bon, déjà, ce qu'a fait Al Ewing à l'échelle du Hulk, en fait, c'est pas tout à fait nouveau dans le monde des comics. C'est assez fréquent qu'un grand scénariste arrive sur un personnage qui a déjà des arcanes très établis, encore que le Hulk a jamais vraiment eu de règles fixes, hein. Des fois il est intelligent, des fois il est pas intelligent, des fois c'est le pote de Banner, des fois c'est son ennemi. Mais c'est pour ça qu'il y avait justement toutes ces différentes exactement. Et en fait ce qu'il a fait lui, c'est grosso modo reprendre les idées du Swamp Thing de Moore en disant en fait il y a une mythologie inférieure qui nous a jamais été présentée jusqu'ici, on va tout mettre dans le bon ordre, on va dire que tout ça correspond à un pan plus mystique, moins forcément dans la scientifique pure. Et quelque part un peu comme justement quand les gens ont dû passer après Moore sur Swamp Thing,
c'est compliqué de rivaliser avec un truc qui a tout réinventé, parce qu'on a envie de garder les idées qui ont fonctionné, et on a envie aussi de trouver de nouvelles choses à dire. C'est un problème que Rick Vatch a eu, par exemple, sur Swamp Thing. C'est un problème qui a eu aussi eu lieu sur Animal Man ou sur le Green Arrow après Jeff Lemire. Là, on est dans cette perspective-là. C'est-à-dire que c'est un travail d'imitation, à mon sens, hein, qui va plutôt creuser l'idée, justement, que maintenant, Hulk, vu qu'il se rapporte à une perspective plus mystique, est un monstre. Et en tant que monstre, ça nous renvoie à une tradition des comics qui est antérieure même à celle du Hulk, qui est celle du Panthéon. Voilà, du Panthéon. En fait, les comics Eerie and Creepy, les comics d'anthologie très américaine, où différentes bestioles apparaissent, causent des problèmes aux humains, où on peut jouer sur les déformations corporelles, où on peut jouer sur un imaginaire plus pulp, des monstres ensevelis, de l'idée que tous les monstres, voilà, fonctionnent ensemble dans une sorte de grande fraternité, et une dynamique beaucoup plus américaine, même americana, on pourrait dire, c'est-à-dire que c'est le road trip, c'est les diners, c'est le bayou, c'est les bikers et tout. Là, c'est que le premier arc, mais dans le deuxième, spoiler alert, il y a un personnage c'est pas un gros spoiler, mais il y a un Ghost Rider. Et justement, moi, c'est ce qui un peu me déçoit, c'est que pour toutes les bonnes idées que ça a, lorsque c'est Nick Klein qui dessine, et on voit justement que Nick Klein a bien compris la consigne. Il fait d'ailleurs une sorte de jump intéressant entre la façon dont Otley dessine le Hulk comme vraiment une masse de muscles très années 90, très les bras de Popeye et tout, et la façon dont justement était dessiné le Hulk à l'époque de Immortal comme une créature monstrueuse. C'est-à-dire quand on passe d'un corps à l'autre, il déchire le corps de Banner quand il sort. En fait, c'est pas juste le classique avec les yeux verts et je deviens gros, etc. Là, il y a vraiment une perspective plus monstrueuse, mais qui va aussi respecter l'esthétique années 90, justement à la Greg Pak, enfin, Greg Pak ou autre. Du côté, le Hulk, ça reste comme un héros musclé, c'est pas que une masse informe et compagnie. Mais voilà, en fait, ça revient à ce truc-là, et moi, du coup, je trouve que ça passe, enfin, c'est une suite, en fait. C'est pas du tout aussi original que même ce que Cates avait fait, que j'ai pas aimé, hein, pour le coup. Mais c'était un nouveau run d'auteur, alors que là, ça sent un peu la commande de Marvel qui va trouver PKJ un peu en urgence parce que, oui, effectivement, il y a eu l'accident de Donny Cates, et effectivement, le Hulk est peut-être plus compliqué à réinventer aujourd'hui. Il y a quand même eu beaucoup de tentatives de faire des Hulk différents et tout. Le Hulk cosmique, le Hulk barbare, le Hulk super-héros, etc. Il y a eu même des tonnes de versions de Hulk. Même chez Hulk, on voit bien que c'est compliqué de la réinventer maintenant parce qu'on a commencé à avoir fait un peu le tour du sujet. Donc là, à mon avis, on s'est dit, bon, les gens ont bien aimé Immortal Hulk. On peut trouver une façon de creuser les idées de Ewing en allant vers un truc peut-être moins personnel, moins familial, et plus Eerie and Creepy, plus Frazetta, plus ces comics justement de la grande époque où l'objectif c'était d'explorer un bayou, une bestiole, des monstres qui se tapent dessus, un peu voilà comme pareil les premiers comics de Man-Thing et tout. Mais moi c'est pas un truc qui me paraît suffisamment bien fait pour transcender la consigne. Les couleurs sont bien faites, et on voit d'ailleurs l'hommage à cette façon de faire très magazine, très doggy bags quelque part, dans les numéros de Nick Klein. Quand Forman arrive, déjà je trouve que ça, parce qu'il y a aucune unité graphique chez Forman en fait, c'est triste à dire. Pourtant, Travel Forman, il a fait des comics d'horreur qui étaient bien. Je crois qu'il avait fait du Animal Man avec justement, avec ouais, complètement. Mais à l'époque, il était plus dans le crayonné, alors que là, quand même, ça sent le filtre. Genre, un élément tout bâti, un personnage de sidekick dans la première histoire, enfin dans tout le reste du run d'ailleurs, qui a qui est défiguré, voilà, qui a une trace de brûlure. Et en fait, la façon dont Forman le dessine, il fait juste un effet de colo. Tu vois, il dessine pas de détails, il fait juste un effet rouge. Et on comprend du coup, en ayant vu les pages de Nick Klein, que c'est il est allemand, donc c'est Nick Klein. Voilà, mon Nick Klein. Ça, voilà, moi, c'est des trucs que je trouve un peu dommage de changer d'artiste au sein d'un premier arc, tu vois. Surtout au bout de 3 numéros, en fait. Voilà, c'est ça. Surtout quand t'as un Nick Klein qui est fort, qui est visiblement motivé, il s'amuse bien, lui, quelque part. Quand la première créature arrive et prend possession du corps de l'exploratrice, on va dire, avec ce visage qu'elle coupe en deux et tout, là, on est dans de l'horreur à la Ferreira, on est dans un truc qui est bien graphique, bien vulgose et tout, comme on aime bien. Et directement après, Forman arrive et fait un truc beaucoup plus enlevé, beaucoup plus lointain, les fonds sont vides. Le personnage qui sert aussi de guide à ce moment-là, je trouvais, c'est toujours un personnage avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que pareil, en fait, les scénaristes savent rarement comment le prendre. Là, il fait un peu le guide mystique et tout, mais en définitive, voilà, moi, cette histoire me donne pas forcément envie d'aller plus loin. Je trouve qu'on a déjà beaucoup vu l'Amérique profonde récemment chez Marvel, que ce soit justement dans les Captain America récents, mais aussi dans le Ghost Rider qui revient à un truc beaucoup plus roots, beaucoup plus la route, beaucoup plus les diners, les cowboys, les vieux rednecks qui battent leurs femmes, etc. Tu vois, c'est pas que ces motifs-là sont pas intéressants. Hulk, ça a toujours été un voyageur. Bruce Banner, ça a toujours été le mec qui va de petit patelin en petit patelin. Mais ça, quelque part, je l'ai vu. Tu vois, et on a eu ce grand run. Aujourd'hui, la question se pose de comment passer après Ewing. Comme tu dis, ça a été une grande réinvention. Là, pour moi, on est plus dans une sorte de phase B.
Tu vois, c'est-à-dire que, ok, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, bah, pour l'instant, occupons le terrain, et c'est un peu exactement ce qui se passe avec le Venom, actuellement, avec Ewing, d'ailleurs, ça qui est assez amusant. C'est qu'en fait, le Venom révolutionnaire de Kate n'est pas le Venom révolutionnaire de Ewing. Il prend les idées qu'a posé Kate avec le King in Black et tout, et en définitive, et le Eddie Brock, enfin, le Dylan Brock, en définitive, maintenant, c'est juste comment est-ce qu'on arrive à rentabiliser là-dessus. Comment on capitalise sur ces nouvelles idées. Et bah, de la même façon que le Venom post-Kate et le Hulk post-Ewing, c'est assez rigolo, bah, je trouve, sont dans une sorte de stagnation. Et parce que c'est compliqué aussi, en fait, quand t'as un auteur, comme tu disais en faisant la comparaison, enfin, qui est un peu l'alpha comparaison du Swamp Thing d'Alan Moore, c'est comment tu fais pour repasser après, en fait, c'est super dur. Et d'autant plus là où, en fait, il y a eu très peu de battements. C'est-à-dire que comme on l'a dit, le run de Donny Cates s'achevait très rapidement et de façon beaucoup plus abrupte que ce qui aurait dû être fait. Et effectivement, il y a peut-être je sais pas si c'est une sensation forcément d'urgence, parce que c'est toujours un peu compliqué à juger quand tu sais que quand même les planifications se font vachement en avance et tout ça. Donc, je dirais, ils ont pas découvert du jour au lendemain que Cates pouvait plus écrire. Ils ont quand même dit bon, faut que Ryan Notley finisse la série, mais par contre, du coup, ils avaient quand même pas mal de mois d'avance et de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait, qui on engage, qu'est-ce qu'on va lui donner à faire et tout ça. Donc après, sur le côté commande, effectivement, puisque c'est, comme tu le dis, une suite, c'est la phase B en fait d'un truc qui a déjà été posé. J'imagine que Kennedy Johnson n'a pas soit l'envie, soit forcément toutes les idées pour vouloir pareil faire de la réinvention, mais parce que les idées qu'Al Ewing a posées sont exceptionnelles en fait. C'est profondément c'est une vraie réinvention du mythe pour le coup. C'est vraiment quelque chose qui est important, je pense. C'est Immortal Hulk, vraiment. Peut-être qu'on s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, mais Si, je pense. mais quand même d'ici même 10-20 ans, je pense qu'on mettra au même niveau. Apparemment, c'est du même niveau d'importance que ce que Peter David a fait. Déjà des runs de 50 numéros, il n'y en a pas eu 150 chez Marvel ces 10 dernières années. Enfin non. Sur ce genre de personnage plus mineur, on va dire en plus. Ouais. Hulk, il a très souvent été réinventé en plus. Il y a eu le Invincible Hulk, le Immortal, enfin avant ça, le Awesome Hulk et tout. Au final, même le choix de mettre Alex Ross sur les covers, même l'édition VF qui était bien soignée et tout, je pense quand même que les gens se sont aperçus, et c'est même là qu'Al Ewing, un peu, pour beaucoup de gens qui les connaissaient surtout avec révélé, ouais. Defenders et tout, est vraiment devenu, après il a pris tort, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et c'est pas anodin, justement, ce trio qui a été Aaron, Klein, Cates et Ewing, qui en fait sont devenus en quelque temps les grands capitaines de chez Marvel, avec chacun leur personnage un peu attitré, quoi. Après, ce que tu me disais en off aussi, c'est qu'il y a ce côté donc très body horror qui revient un petit peu, très déformation, notamment quand c'est Nick Klein qui dessine, parce que il est moins dans le body horror que Joe Bennett, mais par contre, il est quand même toujours dans le fait que, en fait, on passe quand même d'un être humain qui est, somme toute assez normal en termes de carrure. Il est pas spécialement musclé, il est pas spécialement grand, enfin, tu vois, enfin, ou épais, mais tu dois faire passer de ça à une montagne de muscles, et t'as vraiment des pages de transformation où tu vois que les deux versants sont apposés, et t'as quelque chose qui devrait pas exister en fait. Et je trouve que là t'as ce côté vraiment de transformation horrifique qui marche super bien. Pareil, le design des monstres, mais il y a un côté un peu supernatural en fait dans cette exploration, tu sais, de l'Amérique profonde, où tu vas effectivement de place en place avec des différentes formes de folklore ou différentes formes de monstruosité. Et pour ceux qui aiment l'horreur, en fait, c'est ce qui fonctionne, puisqu'on est vraiment dans une forme par rapport à ce que faisait Joe Bennett et Al Ewing, où en fait très rapidement tu t'éloignes un petit peu de ce format d'horreur pour aller vraiment dans des choses horrifiques, mais avec les personnages qui sont très canoniques. Là, on invente quand même en fait tout un nouveau panthéon de monstres avec des nouveaux personnages qui sont en lien avec la Porte Verte, mais t'as quelques pages explicatives qui t'expliquent un peu la genèse des créatures qu'on va être amené à rencontrer et qu'on n'a pas encore complètement rencontré en fait à la fermeture du premier arc. Et je pense que c'est là-dedans peut-être que Kennedy Johnson aura vraiment le potentiel de développer des adversaires avec leur propre lore, leur propre motivation et le propre design. Mais par contre, c'est vrai que sur la partie graphique, Travel Format fait pas un truc aussi dégueulasse que ce qu'il a fait sur Black Cat quand même, parce que n'oublions pas les horreurs qu'on a eu sur Black Cat avec la colorisation numérique, les effets dégradés qui étaient vraiment abominables. Là, je trouve que ça va, il reste dans un truc plus je sais pas si c'est du tradi, mais en tout cas dans une approche qui a l'air plus traditionnelle, en tout cas même du niveau de la mise en couleur, mais c'est sûr que ça ne tient pas la comparaison avec ce que fait Nick Klein sur le début. Mais à mon sens, et parce que j'étais quand même parce que j'ai beaucoup aimé aussi l'Immortal Hulk, je trouve que ça reste une bonne continuation sans évidemment pouvoir égaler ce qui a été fait. Mais il faudrait que je me rappelle, est-ce que au bout du premier arc, Immortal Hulk c'était déjà autant de la balle. J'avais pas aimé le premier arc d'Immortal Hulk, j'étais resté bloqué là-dessus pendant très longtemps. Peut-être qu'on c'est grâce à la hype que j'avais fini par rattraper, parce que comme le Daredevil de Zdarsky, je trouvais le premier arc ultra facile, et c'est après en fait qu'il déploie ses ailes. Mais j'ai l'impression que c'est souvent comme ça chez Marvel, genre on me dit au début fais du classique pour accrocher.
Mais par contre, t'as raison sur un truc, et c'est probablement pour ça que moi ça me parle pas. Je trouve l'horreur américaine, vraiment spécifiquement américaine, l'horreur du sud des États-Unis, on va dire, c'est une horreur qui me parle beaucoup moins, moi. Tu vois, je trouve qu'il y a un côté fourre-tout, où en fait il y a pas de truc qui soit aussi identifié que l'horreur, on va dire, à l'anglaise. C'est un peu ce qui différencie d'ailleurs le travail de Azzarello par rapport à celui de Garcenis ou Warren Ellis sur Hellblazer, ou même tu as le Shadowman de Valiant. Je trouve c'est un truc qui me parle beaucoup moins que des mythes plus classiques. Là il y a un côté un peu tout le monde peut être un zombie, tout le monde peut être très gros, tout le monde peut être très musclé. Voilà, c'est pas, je pense, aussi bien défini dans mon esprit. Et effectivement, ces paysages-là, c'est pour ça pareil que j'aime pas trop le Ghost Rider en tant que héros de fiction. Voilà, moi je trouve que ça fait toujours un peu trop Redneckland, Gun Nation et tout. Donc c'est probablement, ça joue dans mon interprétation. Si vous êtes fan de ce registre-là, il y a à boire et à manger, vous pouvez toujours essayer, quoi. Bah, ça, c'est la conclusion de chacune de ces discussions dans l'immédiat. Enfin, même quand on vous dit, ouais, on a trop kiffé, ou alors non, on a détesté, ou on est là, littéralement, le cul entre deux chaises, parce qu'il y en a un avis plus positif et l'autre beaucoup plus nuancé. La décision ne fait que vous appartenir au final, si vous avez envie de tester ou pas. Donc, prenez le bouquin en librairie, feuilletez-le au pire déjà pour voir si graphiquement ça vous plaît. Vous pouvez tester. S'il y a des bibliothèques qui en ont, n'oubliez pas que les bibliothèques existent et que parfois elles s'approvisionnent dans des sorties très récentes. Et sinon, qu'est-ce que je veux dire? C'est disponible en librairie, c'est sorti en avril, donc on a un peu moins de retard par rapport à Retour à Neverland pour 20,99€ chez Panini Comics. On va passer maintenant du côté de l'indépendant. On fera un petit retour par le super-héros après. Mais pour l'instant, retour à l'indépendant avec Kali de Daniel Friedman et Robert Samlin, un titre qui est sorti, qui fait partie des 3-4 indés qui sortiront cette année chez iComics dans leur nouvelle collection High Graphics, puisque maintenant il ne faut plus dire comics, il faut dire graphics, comme ça ça cache le fait que c'est du comics alors qu'en fait c'est quand même du comics. Mais bon, ce sont des termes, des discussions de marketeux, ça, ce ne sont pas des discussions éditoriales. Corentin, Daniel Friedman, Oui. on le connaît, il a fait Chrome, pas Chrome, non, merde. avec Chrome. Avec Chrome, le truc qui se passe dans un donjon à la Dark Souls. Alors c'est Bird King. Bird King, merci. Mais il a fait Riders aussi avant avec Chrome également, dont on vous avait parlé. Bird King, on l'aborde dans le prochain Back Issue, c'est excellent. On vous le dit déjà, c'est super bien, donc allez le lire, c'est aux humanoïdes associés. Mais c'est vrai, voilà, c'est pour ça que ce mois de mai, c'était double dose de Daniel Friedman, puisque là il s'associe à Robert Samlin. Alors Robert Samlin qui travaille dans le jeu vidéo, je sais plus. Oui, il a fait le comics Mirror's Edge notamment. Et un comics. Ouais, mais il est surtout, je crois qu'il fait de la DA pour le studio qui fait les Battlefield. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très très gros, et justement, il est très rare dans la bande dessinée, de façon générale. Je dis pas de conneries, c'est son 3e projet en tout. Ouais, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle de la rareté. Donc, Kali, de quoi ça parle? Et ben, en fait, c'est tout simplement, et si Furiosa avait été un bon film Furiosa? Attends, tu me piques mes punchlines, là, c'est honteux. Bah oui. Kali, ça parle de bien des choses, mais si on parle précisément du scénario, c'est l'histoire d'une bikeuse, une chef de gang motarde, qui était trahie par une partie de ses potes dans un monde de post-apocalyptique qui est contrôlé par ce qu'on appelle la machine. Et en fait, c'est grosso modo le système, le conformisme, le refus de la liberté individuelle et de l'expression individuelle. Ses potes la trahissent parce qu'elle pense que la machine va gagner et laisse Kali pour morte aux mains des soldats de la machine. Et elle, évidemment, qui n'entend pas se laisser dicter sa conduite, va décider de se rebeller, zigouiller les soldats et se lancer à la poursuite de ses anciennes collaboratrices dans une très très longue scène d'action matinée de quelques dialogues et de beaucoup de symbolique. C'est effectivement très très proche de George Miller. Et en fait, je pense que Friedman, à mon avis, c'est un mec qui doit avoir une forme de monomanie, dans le sens où, même si quand on en parle avec lui, entre guillemets, il peut citer d'autres références littéraires ou dans l'animation, etc. Les trucs qui l'ont influencé, Friedman, c'est les jeux From Software, c'est George Miller, c'est Moebius, et c'est toute l'œuvre commune de Frank Miller et Geoff Darrow. Et en fait, voilà. Là, vous avez Kali, c'est et si, en fait, Geoff Darrow ou Moebius avait, ce qui est plus ou moins la même chose, avait décidé, en fait, de faire un Furiosa sans la licence, puisque en fait ça évoque toutes les thématiques qui sont communes à la saga des Mad Max, à savoir la liberté individuelle, le combat d'un Road Warrior, en l'occurrence d'une Road Warrior, face à un système oppressif qui est contrôlé généralement par la majorité dominante et qui veut écraser ce qui reste de liberté dans un monde qui a déjà été ravagé par alors soit un désastre écologique, soit une guerre nucléaire. C'est
rarement très clair. Et effectivement, moi, cet album, ça va être mon coup de cœur, je pense, de ce podcast, parce que ça correspond grosso modo à tout ce que j'aime dans les comics. Enfin, ceci étant, je dis souvent, j'aime bien les comics qui sont foutus comme un labyrinthe. Là, je pense qu'on peut trouver un labyrinthe référentiel, on va dire, ou un labyrinthe de sens qui serait caché, mais je pense pas que c'est vraiment caché. En fait, là, c'est vraiment assumé comme étant un hommage pour moi à la saga Mad Max, particulièrement Mad Max 2, je pense, et aussi au personnage de Furiosa, qui est le premier personnage féminin combattant de la tétralogie et pentalogie maintenant. Enfin, il y a aussi le 3, tu me diras, mais bref. Kali, c'est en fait une déflagration au sens de l'action. C'est-à-dire que c'est un travail. Il faut voir que Friedman, avant de faire des comics, il était scénariste de cinéma et il était monteur. Et on peut très bien voir comment, justement, en s'associant avec Hamelin, tu dis ? Oui, Robert Samlin. Samlin, pardon. En fait, il a probablement travaillé sur le découpage aussi, parce que c'est que des angles de caméra. C'est du storyboard, C'est que du storyboard. C'est une utilisation de l'espace, de la ligne de fuite et de la perspective qui profite forcément à un Wasteland où t'as un affichage à perte de vue, entre guillemets. À des personnages justement qui sont inspirés par l'esthétique millerienne et aussi darrowienne, on va dire, qui permet des combats très bien chorégraphiés, dans le sens où tu comprends exactement ce qui se passe par rapport à l'endroit où la caméra va se poser. C'est extrêmement beau, ça travaille beaucoup la posture. Au niveau du détail et de la courbe de dessin et tout, je pense que pour le coup, Samlin s'est vachement inspiré de Paul Pope, surtout au niveau des expressions des visages et l'usage de l'ancrage. Il y a aussi un peu évidemment de Darrow, il y a aussi un peu de Frank Whiteley, ça c'est au niveau de la finition et l'absence totale de détails au sein des visages et des cases qui rendent le tout très esthétique, très épuré. Et thématiquement, voilà, c'est en quelques pages une sorte de petite fable, un petit roman philosophique, on va dire, qui derrière son travers d'action généreuse te raconte quelque chose sur la survivance, sur l'espoir entre guillemets qu'on peut placer dans le fait de pas renoncer, de jamais renoncer, même quand c'est violent, même quand ça fait mal et tout. Et aussi un personnage qui est beaucoup plus nuancé, qui est pas du tout juste une héroïne, qui a une part sombre, qui a une part violente. Ouais, qui a ses torts partagés. De toute façon, Kali, voilà, c'est une déesse hindoue, si je ne dis pas de bêtises, de la mort et de la vengeance et de la destruction. Là, c'est clairement mis à l'escient de ce truc-là. Probablement que des gens qui sont experts de cette mythologie-là auraient plus de choses à en dire. Il y a un travail de design aussi, un travail dans le rythme de l'écriture de l'histoire qui continue à progresser et en fait à recomposer un élément qui est très simple, qui est qu'est-ce que c'est que ce monde, qui est ce personnage, pourquoi est-ce que je me réveille avec elle et qu'est-ce qui m'amène jusqu'au bout de l'histoire. Et avec un sous-texte, ouais, sur qu'est-ce qui, un peu comme Superman Lost dont on va parler juste après, sur en fait qu'est-ce qui nous attend nous en tant que société face justement, tu vas dire que je suis paranoïaque encore une fois, mais à la progression des IA, aux montées de l'extrême fascisme un peu partout, au conformisme qui refuse le combat des minorités, etc., etc. Tout ça est dans le texte, mais c'est tout petit. Et en extrapolant, tu comprends tout ce qu'est cet univers, en fait. Et la pollution aussi, etc. Donc voilà, pour moi, Kali, c'est effectivement le vrai film Furiosa, parce que je trouve que justement, Furiosa ne raconte pas tout ça, ce que j'aurais aimé qu'il fasse. Pour moi, Furiosa, c'est un bonus qui a été fait pour complémenter le background de Mad Max Fury Road. Et d'ailleurs, le film ne sert qu'à ça. Hein. Et tout ce qu'on a mis dedans en termes d'interprétatif et des choix philosophiques qui ont été faits par Miller, à mon avis, tient plus. Et c'est moi qui vais dire ça, attention pour changer, de la branlette intellectuelle. Alors que là, on peut se branler intellectuellement devant ce bouquin parce que justement, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que tu peux le lire comme une scène d'action à la Geoff Darrow énorme, mais comme Geoff Darrow, il y a un truc en plus qui va te chercher si tu t'intéresses à tout ça, et je pense que c'est presque un bouquin canonique si t'aimes bien Fury Road et Mad Max 2. Donc voilà, et en plus c'est vraiment très beau, on a oublié peut-être de le dire. Ça fait très plaisir, limite j'aurais bien voulu un deuxième tome ou une préquelle. Et voilà, je suis frustré par la taille justement, ça aurait pu durer 50 à 80 pages de plus, mais dans la construction du rythme en fait il faut pas que ce soit trop long, parce que vu que ça se compose de petites révélations entre guillemets qui sont éparpillées, ça fait la bonne durée pour revenir à son point de départ et comprendre qu'en fait voilà, c'est ce que les auteurs voulaient en faire. Merci beaucoup Corentin pour cette brillante analyse que justement tu intellectualises certainement plus que de raison par rapport à ce que c'est vraiment, parce que moi je trouve que c'était éclaté au sol, vraiment je régale. Je me doute bien. Non mais par contre en termes, je pense que le principal reproche ou la principale critique qu'on peut lui faire, c'est peut-être cette lecture à premier degré en fait, de se dire que c'est juste une grosse scène d'action ou plutôt plusieurs séquences d'action qui s'enchaînent, et c'est un peu, si tu veux, vu qu'on est dans le registre Mad Maxien, la même façon dont certains avaient critiqué Fury Road comme n'étant qu'une course-poursuite en aller-retour et qu'il y avait rien d'autre derrière. Alors que justement, ce qui était intéressant dans Fury Road, c'est tout ce que ça raconte
parce que certains dialogues, mais surtout en fait avec la narration environnementale en fait. Oui. Et enfin, les éléments de scénario sont dans la scène d'action aussi. Ouais, non, mais le fait, tu sais, parfois, tu sais, juste au début du film, quand Immortan Joe va rechercher ces pondeuses là, que tu passes justement par les plantations et que tu vois en fait aussi celles qui se font traire là, je sais plus comment ils les appellent, mais tu comprends en fait l'organisation de toute la société. Tu dis ah ok, donc il y a des femmes en fait qui sont là juste pour en fait donner du lait. Ok, ils ont des serres et c'est comme ça qu'ils asservissent tout le reste. Et en fait, ça te disait plein de choses sans que t'aies un personnage qui dise oui, nous depuis 50 ans nous faisons des serres en intérieur pour dominer le monde. Et t'as pas mal d'éléments que tu peux retrouver un petit peu comme ça où t'as une forme de narration environnementale ou en tout cas un discours qui passe plus juste par le dessin et par le choix des costumes des personnages. Voilà, le choix des costumes. Il y a, je sais pas, moi j'ai beaucoup pensé aux lames d'Ashura en lisant ça aussi. Tout à fait, j'avais tout à fait Pagani. Bah, en plus, t'as ce côté très féminin qui est une composante de cette œuvre de Pagani et le train aussi, qui sert de motif référentiel. Il y a même un des personnages qui a exactement le même costume en fait. Je soupçonne. Faudrait l'envoyer à Pagani. Je suis sûr que Friedman a lu les Lames d'Ashura et que c'est possible, ouais, c'est possible. Mais c'est vrai que Ashura, c'est pareil, c'est aussi un dieu de la mythologie hindoue, si je dis pas de conneries. Je suis pas expert en dieu de la mythologie hindoue. D'accord, bah dites-nous dans les commentaires. Ou hindou ou bouddhiste, je sais plus, mais du coup, j'arrive quand même à comprendre en fait les personnes qui seront peut-être un peu sur leur faim par rapport effectivement au fait que peut-être qu'il faut justement avoir ton esprit ou plutôt avoir l'envie d'aller rechercher plus loin parce que c'est quelque chose qui te raconte pas forcément, enfin qui t'explique pas tout en fait, à part la scène d'exposition où littéralement vu qu'en fait on démarre quand elle se fait interroger et que t'as clairement un personnage qui lui dit bon en fait expose-nous ta situation. En fait sur une pleine page elle va juste te dire je suis ci, je suis ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait avant je trouve que là c'est peut-être la scène d'exposition la plus brutale en fait que tu puisses avoir parce que littéralement c'est le personnage te dit tout ce qu'il a besoin de savoir et après c'est beaucoup plus diffus là-dedans. Par contre c'est vrai que sur le pur plan technique franchement moi à mon niveau si je pouvais conseiller à des gens qui seraient en train d'apprendre comment on écrit de la fiction ou quoi, cet album c'est une leçon à mon sens de maîtrise du rythme et de comment juste se résumer aux éléments qui sont efficaces. C'est-à-dire qu'en fait tout le temps il y a pas de déchet dans l'album parce que t'as pas le temps d'avoir du déchet. Il y a rien qui est dispensable, tout est utile, que ce soit en termes d'iconographie, en termes encore une fois de maîtrise de la construction et des éléments que tu dois donner à ton lecteur pour continuer à le laisser accrocher. Il y a vraiment rien à jeter. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, t'as ce côté, c'est de l'efficacité pour l'efficacité, et le sens thématique te vient au fur et à mesure de l'album. Alors oui, évidemment, je sais qu'on va me dire, Coco, tu cherches trop loin, c'est juste l'histoire d'une meuf qui botte des culs et qui va se venger, c'est un récit de vengeance comme les autres et compagnie. Ça peut être pris comme ça. Probablement, c'est sûr, mais au-delà de ça, en fait, faut se rappeler qu'un petit peu comme un film, Arnaud et moi, on voit des films, des fois on voit les mêmes films, on ressent pas les mêmes choses parce qu'on n'a pas la même expérience du truc. Moi, entre guillemets, je pense que cet album, justement, il correspond très bien à la philosophie iComics et à son directeur de collection. C'est que, en fait, on peut faire de l'art geek qui soit généreux dans les visuels, dans l'action, dans la baston, parce qu'on a grandi avec ça, nous, en fin des années 90, fans de manga, etc., fans de films de science-fiction un peu vénères. Et on peut quand même lui trouver un sens, on peut quand même lui trouver une philosophie qui soit intéressante. Et il y a pas qu'une seule façon, en fait, de faire des récits intelligents. Là, je te dis, en termes, et ça correspond très bien au dessin et à l'esthétique de ce paysage, c'est fait pour être épuré et pour te donner juste ce que la caméra a envie de te montrer. Et donc, il y a un choix de sélection qui est fait dans les éléments qui sont convoqués, qui est super intelligent. Après, voilà, comme tu dis, oui, c'est cher. Moi, pour le coup, ça peut être frustrant, entre guillemets, on peut rester sur sa fin. Moi, pour le coup, je sais que celui-là, je vais aller l'acheter. Parce que je me prendrai plaisir à le regarder dans le temps et à me dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire de la BD aujourd'hui. Si tu veux pas emmerder les gens avec de l'exposition, avec du Scott Snyder, entre guillemets, tu vois, et quand même réussir à avoir un monde qui paraît vivant, qui paraît crédible et surtout qui est divertissant, qui t'entraîne avec lui. Très bien, Corentin. C'est donc disponible en librairie pour 24,95, sachant que en plus du récit, t'as quand même un cahier de bonus relativement épais avec pas mal de recherches. Il est dans la VO aussi. Il y a aussi, de toute façon, c'est une adaptation sensu strictu de la chose. C'était mieux que Furiosa. C'était mieux que Furiosa. Et c'était, voilà, ça c'est le principal. En plus, tu sais on va se faire, tu vois. Oui, c'est possible. On va avoir des problèmes encore. Non, mais j'ai même pas l'impression. J'ai même pas l'impression. Parce que honnêtement, je pense que Furiosa va pas marquer ça son année. On est d'accord aussi. Hein, je pense que c'est un peu comme enfin, je vais être super insultant et je m'excuse parce que c'est pas complètement ce que je veux dire, mais pour moi c'est un peu comme No Way Home, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler le jour J. Tu vas loin. Ouais. Tu vas très loin. Et 2 semaines après,
plus personne n'a rien à foutre parce qu'en fait tout le monde sait que c'était éclaté. C'est pas exactement mon ressenti, mais je trouve quand même qu'on est un peu dans ce côté de ça aurait dû être un événement, tu vois, ça aurait dû être un événement, ça ne l'a pas été à mon sens. Et si, pour une niche de fans qui sont vraiment très hardcore dessus. Et je respecte totalement leurs arguments et ce qu'ils m'ont détaillé, parce que j'en ai parlé avec eux, ils m'ont dit pourquoi est-ce qu'ils avaient aimé. Je comprends tout à fait vos avis. Moi, voilà. Personnellement, je pense vraiment que ça serait vraiment que à cette petite niche de fans et que contrairement à Fury Road qui a pété le plafond de verre, Mad Max va redevenir un truc d'initié qui parle à ses propres codes en fait. En tout cas, si vous aimez ce genre d'univers. Par contre, c'est pas No Way Home, frérot. Oh. Tu vas trop loin. Non, mais plutôt dans la perception, pas dans la qualité. Pas dans la qualité, bien entendu, pas dans la qualité. Non, mais au secours. Non, je serais insultant envers George Miller de dire ça, mais plus dans la perception, tu vois, dans le ressenti, dans l'impact que ça laissera plus tard. Donc, Kali, si vous êtes Max Mad Zouz, n'hésitez pas à aller jeter un œil en librairie, pardon, tant que c'est disponible. C'était sorti ce mois de mai, donc là on est sur une sortie relativement récente. Je vous l'ai dit, on alterne les indés et le super-héros, et forcément qui dit super-héros dit Superman peut-être, puisque c'est le premier des grands super-héros. Ouais. On peut, ouais, tu t'es d'accord? Bah oui, de fait, chronologiquement, c'est réel. C'est vrai que c'est un petit peu lui. Et alors, il y a beaucoup de Superman et il faut, on l'a déjà dit en plus et on manque à notre parole, qu'il faut qu'on vous fasse quand même une sorte de débrief un peu des titres Dawn-of DC qui se sont lancés cette année chez Urban Comics. On va se prendre le temps de vous faire un peu le point sur les Dawn of Superman, Green Arrow, Shazam, Titans, Green Lantern aussi. Mais avant, là, on se propose un récit complet. En fait, une maxi-série qui s'appelle Superman Lost, qui est écrite par un monsieur qu'on aime beaucoup par ici, qui s'appelle Christopher Priest. On l'aime beaucoup parce qu'il avait fait un run assez génial sur Deathstroke. Il a surtout fait un immense run sur Black Panther qui, pareil, est aussi important que celui de Peter David sur Hulk, en vrai, sur le personnage, quelque chose qui a défini les bases de ce qu'est le personnage. Là, il s'intéresse à Superman avec un récit qui est en majeure partie illustré par Carlo Pagulayan. Alors c'est un dessinateur, je crois, alors je sais plus de quelle origine il est. Pagulayan. Ouais. Brésilien, non? Je crois que c'est plutôt Carlos, je crois, chez les hispanophones. J'ai ça au pif. Non, Philippines, c'est ça, c'est Philippines. Philippines, rien à voir. Rien à voir. Mais on est nul en géographie, quelque part. En géographie, ça va, mais on n'est pas First Map. En nom de gens. On n'est pas Géographie Blog. C'est vrai. Donc voilà, c'est ça. On a le droit de se tromper. Alors tu vois, Tomasini, pourtant c'est alsacien, quelque part. Donc, quelque part pas du tout. Ouais, mais tu es d'Alsace, tu vois. Oui, c'est sûr. Pas italien. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, alors, dessinateur dont moi je me rappelle tristement, puisqu'il avait fait Telos à l'époque. Tu te rappelles de Telos? Pas du tout. C'était le grand super vilain de Convergence. Oui. C'était le Norinrad oui, c'est le mec qui organise le Battleworld. C'était pas incroyable, ça. Non. Et lui, il avait. J'avais réussi à l'oublier. Ouais. Et tu me le rappelles. Mais je pense que beaucoup de gens avaient réussi à l'oublier. Là, tout le monde se faire, oh putain, Convergence et tout. Mais heureusement, là, on lui donne quelque chose de vachement plus sympa à illustrer. Superman Lost, donc Superman qui fait sa vie tranquillou avec Lois Lane. Sa vie. Un soir, il est appelé pour une mission et il revient quelques temps après, sauf que quelques heures plus tard, sauf que après, enfin quand il revient, Lois Lane trouve son mari Clark dans le salon, le regard un petit peu perdu et en fait lui demande quand même de réagir parce que là c'est un peu bizarre qu'il soit coincé comme ça et elle lui dit ouais c'était parti que quelques heures et là Superman se retourne et lui dit non en fait je suis parti pendant 20 ans. Là, tu vois, oh, stupeur. Donc il ne vieillit pas physiquement donc pour lui c'est pareil. Pas de la même façon. Mais surtout que oui c'est quand même passé un énorme laps de temps pendant ces 20 années. Que s'est-il passé? Ce qu'on va être amené à découvrir tout au long des 10 numéros de cette maxi-série, sachant qu'en parallèle on va aussi découvrir comment Lois va essayer de faire reprendre pied avec la réalité à son mari qu'elle a un peu du mal à reconnaître. Ouais, c'est pas un long flashback, hein. L'intrigue se déroule et dans le passé et dans le présent. Ouais, c'est ça. Il continue à évoluer pendant, je crois, 1 an après son retour, un truc comme ça. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, je sais pas quoi en penser. Ah, c'est ça, voilà. C'est très alors je suis content de l'expérience de lecture en tant que tel, je suis content de l'expérience du récit parce que ça change pour le coup, c'est vraiment quelque chose auquel on n'a pas forcément l'habitude de lire quand on aime les comics de super-héros. On est très loin d'un c'est pas Superman qui est contre les méchants quoi. On n'a pas affronté un Kryptonien qui vient sur Terre. C'est vraiment un truc beaucoup plus j'aurais presque envie de dire expérimental, mais c'est pas vraiment le terme. C'est presque une sorte de façon de faire pour Christopher Priest son All-Star Superman,
dans le sens où il essaye de redéfinir un peu justement comment on peut comprendre ce personnage à l'aune du trauma qu'il vit. Mais déjà, ce qu'il faut dire en fait avant qu'on engage un débat quel qu'il soit, c'est que moi la fin, je l'aime pas. Voilà, j'aime pas la fin de cet album parce que elle me pose un problème de cohérence en fait scénaristique qui marche pas en fait. Quand tu mets les éléments dans l'ordre, tu dis non, ça peut pas être possible, ça peut pas fonctionner. Et c'est une façon aussi un peu de jeter deux éléments qui ont été posés dans cet album-là et de dire on va pas les assumer, sauf si on refait une crise et qu'il faut faire ramener cette version-là, mais parce que c'est globalement hors continuité. Hein. Oui, ça se lit vraiment de façon très à part. Si vous connaissez Superman, Batman, la Justice League, voilà. Il y a même pas Jonathan dans cet album de toute façon, donc c'est Lois et Clark sont en couple, mais il y a pas encore Jonathan, il y a encore la Justice League. Ou alors il est juste en train de faire ses blagues. Il est pas du tout évoqué quand même. Ouais, c'est vrai. Donc dans l'idée, moi je dis si vous voulez le lire, parce que je pense qu'il faut le lire quand même, c'est une expérience vraiment intéressante. Il faut pas lire pour la fin. Faut savoir dans quoi vous vous engagez avant de l'acheter. Dites-vous bien, la fin, elle va être un peu zarbi, et après vous pouvez apprécier ce qui reste dedans. Donc vas-y, je t'ai interrompu, excuse-moi. Ouais, tu m'as fait perdre un petit peu le fil. Bah, ça pose la question des responsabilités en fait. C'est-à-dire que Superman va être amené à rencontrer pas mal d'autres personnages et notamment dans un environnement qu'il ne connaît pas. Enfin, c'est dans le titre aussi, Superman Lost. Hein, il est perdu et de voir comment il essaye de reprendre pied dans des mondes avec des façons de faire qu'il connaît pas forcément et de voir comment en fait il peut rattacher ses valeurs et sa propre façon de fonctionner, mais dans un univers en fait où il n'est pas Superman, où personne ne le connaît et les gens n'attendent pas forcément en fait qu'il agisse comme on s'attendrait à ce qu'il le fasse s'il le fasse sur Terre. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant parce que justement en fait, bon pour résumer, voilà, donc évidemment quand Superman, parce qu'il faut quand même donner quelques éléments d'intrigue, quand Superman donc disparaît pour sa mission, il est question en fait d'un vaisseau qui peut aller à une vitesse subluminique et donc pour ça vous savez que c'est pas possible, la matière ne peut pas aller à une vitesse subluminique, donc il faut créer des trous noirs. Un trou noir s'amorce dans le réacteur au milieu des mers de Chine. Superman qui est le seul qui, parce qu'il a une composition corporelle, peut apparemment interagir avec les aspirateurs de gravité, on va dire que sont les trous noirs, se retrouve téléporté à l'autre bout de l'univers, mais vraiment genre à des milliards d'années-lumière, et donc il est impossible de revenir sur Terre en volant. Ou alors ça prendrait 1 milliard d'années et sa famille serait morte et la Terre aussi aurait disparu. Exactement. Il va tomber sur une planète qui ressemble à la Terre en fait, en partie. Et cette planète, en fait, elle est intéressante parce que c'est une version de notre réalité à nous. C'est grosso modo, on peut imaginer en fait que c'est même une sorte de terre d'anticipation où les variables qu'on connaît actuellement, justement, par exemple, l'élection de Donald Trump ou la pollution, encore une fois, ou la segmentation de la société entre justement deux camps qui peuvent plus se parler du tout. Voilà. Comme d'habitude, Superman arrive dans un monde nouveau, comme il le fait dans le monde classique de DC Comics. Superman, c'est un alien qui arrive sur une terre qui ne connaît pas encore les extraterrestres et les super pouvoirs. Sauf que là, les gens ne veulent pas de lui. Ouais. Et du coup, effectivement, Pris va développer tout un contre-discours et en fait, si je suis un mec comme Superman contre l'homme providentiel, quoi. Ouais. Voilà. Et en fait, probablement que nous, on n'en voudrait pas. Et ça va vraiment très très loin. C'est-à-dire que les référents qui tirent entre les deux, ils t'expliquent que grosso modo, l'homme, il a voté pour continuer à polluer la Terre. Que l'homme, il a voté pour en fait dire à Superman, va te faire foutre, nous, ce qu'on veut, c'est des gens dirigés socialement, enfin, des gens qu'on a élus politiquement, même si c'est des enfoirés, qu'on est tous accros à nos smartphones et qu'en fait, on poste tout en ligne avec Tapestry, qui est leur, la tapisserie, qui est leur réseau social à la Twitter, Instagram, etc. Ça, c'est super intéressant parce que c'est très bien fait. Justement, en fait, plus on avance dans le récit, plus on voit que l'allégorie, elle se construit. Il y a un autre truc qui est super intéressant, c'est un Superman qui, en fait, parce qu'il est invincible généralement, est très bon. Superman, c'est l'espoir. Là, il est confronté, en fait, au désespoir de notre situation à nous. Et ça le brise, en fait, parce qu'il s'aperçoit qu'on va dans le mur. Et il n'arrive pas à trouver de positivité là-dedans. Il a envie de nous sauver, mais on ne veut pas de son aide. Je dis on, mais c'est les gens de la planète, évidemment. Et en même temps, quand il essaie de quitter la planète, devant l'immensité de l'espace, qui est beaucoup trop à gérer pour un mec comme lui, il commence à devenir fou, quoi. Et c'est ça, Lost, en fait. Lost, c'est Lost in Space, c'est perdu dans l'espace. Tu vois un Clark qui vraiment est en train de devenir dingue, parce que juste, il passe 18 mois à voler dans le cosmos sans personne à qui parler. Donc il m'a parlé tout seul. Et au bout d'un moment, il te dit, mais je suis en train de péter un câble, en fait, là. Et donc, c'est super intéressant. Enfin, il y a plein de trucs qui sont vraiment géniaux, qui sont vraiment très, très bien faits. Comme la rencontre avec un autre personnage qui, compliqué sans spoiler, là. Un autre personnage, on va dire, féminin, voilà, et qui pose, pareil, des vraies questions sur, est-ce que Superman peut faire ça et tout? Est-ce que même lui, il a pas renoncé à l'espoir? Et enfin, il y a plein de trucs qui sont vraiment géniaux. Je trouve que Pris, pour moi, il a bien compris Superman et comment l'écrire différemment des autres. En dehors du mainstream, entre guillemets, justement, où il est pas borné à la règle. Pareil, Lex Luthor. C'est une des grandes réussites de l'album. Dis-moi pas dire oui si t'es d'accord. Oui, non, mais
Tu vois, pour le coup, quand Luthor il apparaît, tu te dis il est bien écrit, il y a ce petit côté un peu morrisonien du mec qui vraiment est une espèce de dandy Luthor, tu sais, qui aime s'écouter parler, qui a 50 000 coups d'avance sur tout le monde, à tel point que quand un mec rentre chez lui pour le cambrioler, en fait, il a déjà prévu le laser qui va défuse le gun et il lui parle comme si c'était son pote qui venait lui rendre visite. Et tout ça, c'est très bien branlé, vraiment, ça s'intercale super bien. C'est un peu, à un moment donné, je pense qu'il a dû perdre sa ligne de fuite. C'est dense, quoi. Parce qu'il y a un moment donné, pour moi, où le Superman veut aller mieux et commence à entamer une thérapie et tout. Et là, en fait, ça sert à rien, par exemple, tu vois. Cet élément-là, il sert pas. Pareil, après, la stratégie de Luthor à long terme ne sert pas. Il y a plein de trucs qui, grosso modo, ne sont plus utiles à partir d'un certain point. Et tu réalises que, je pense, en cours d'histoire, il a dû comprendre qu'il pourrait pas s'en sortir avec un retour à la normale. Et qu'en fait, il fallait une fin qui, pour le coup, est tragique. Tragique et surprenante. J'ai été voir un peu les réactions de lecteurs à cette fin, du coup, qui a surpris, voire choqué même beaucoup de gens qui disent on peut pas genre s'en sortir comme ça. C'est pas possible de dire qu'on a teasé un élément qu'on a installé pendant des numéros entiers, deux éléments précisément, et en fait à la fin on dit on va s'en sortir comme ça, cet élément-là on va le jeter à la poubelle, et l'autre élément on va dire grosso modo que c'est nul et non avenu. Et ça, à mon sens, justement, c'est une erreur, mais ça invalide pas du tout le fait que Priest a vraiment des trucs intéressants à dire avec Clark Kent et Superman en même temps d'ailleurs, et que on ressent des trucs dans ce comic, je pense qu'on ressent pas forcément souvent en lisant des comics Superman, comme le désespoir d'un dieu sauveteur, enfin sauveur, qui n'arrive pas en fait à dealer avec une situation de désespoir profond. Le complexe du survivant aussi, qui est vraiment en fait ce qui est tout tout l'album, c'est voilà, comme on l'a dit, Clark il finit par rentrer à la maison et on sait pas vraiment ce qui advient à la planète qu'il a quittée. Donc lui il va devoir vivre, lui qui est le sauveur absolu, avec l'idée que il l'a abandonné. Et ça c'est ultra intéressant, justement, quand on peut appliquer une situation qu'on peut appliquer aux soldats qui reviennent du front ou aux gens qui étaient dans une cellule dans un hôpital et il y a leurs voisins de chambrée qui sont morts. Enfin tu vois, c'est vraiment ce truc là, et c'est poignant, je trouve, c'est très bien fait. Un Clark est super émotif, super émotionnel. Au niveau graphique, pareil, c'est très généreux, on voit l'espace coloré de DC comme on l'aime, tu vois. Bon, ceci étant dit, il y a quand même des passages graphiques qui sont un peu plus faibles, notamment tous les passages avec Luthor et les hallucinations, qui sont dessinés par un autre mec, et c'est un ancrage très gras, pas très jojo. Honnêtement, moi, franchement, j'ai vraiment envie de me dire, pareil, coup de cœur pour cet album-là, mais la fin vraiment m'arrache à un truc, et je me dis, c'est DC qui... Et quand tu parles de la fin, tu parles des 2 dernières pages, en fait, littéralement, je pense. Littéralement. Littéralement. La résolution qui est donnée à Clark, et à l'autre truc. Et Obey, voilà. Et Obey. Alors on va juste se faire une balise spoiler là, skipper à 5 minutes de plus si vous voulez pas vous faire spoiler, mais en fait l'idée effectivement c'est que on littéralement dans les 3 dernières pages en fait. Attends, laisse-leur je te skipper. Voilà. Tu mettras dans le programme d'ailleurs balise spoiler. Oui, je le mettrai dans le programme. D'ailleurs, je me le note. Hop, il se note le timecode là, c'est incroyable ce professionnisme singulier. Des années de métier, quoi, des années de métier. C'est beau, je ne peux plus meubler, je n'ai plus de trucs à dire. C'est bon, il n'y a plus besoin de meubler. Donc le fait qu'à la toute fin, effectivement, d'une part, en fait, on remet les compteurs à zéro sur le Clark, puisque en fait, on part du principe que en fait, tout ce qui s'est passé n'a pas existé, puisqu'en fait, c'est vraiment un Clark. En fait, il retrouve une version. Alors déjà, voilà, pourquoi ça tient pas? Parce qu'en fait, on te dit que dans la spirale, il passe par un trou noir, donc où il y a une spirale temporelle. Un vieux Clark vient lui dire des trucs. L'interaction n'est déjà pas très claire. Après, on retrouve ce vieux Clark et on te dit bien que c'est le Clark Kent normal qui a vieilli et qui est revenu pour essayer de sauver son double. Enfin, pour essayer de se sauver lui-même, en fait. Et lui, on le renvoie dans le passé, donc il va rajeunir et vivre avec Lois, pendant que le Clark qui a voyagé dans l'espace retourne sur la planète machin pour les sauver. Et probablement, on se dit à ce moment-là, devenir père aussi. Sauf que déjà, ça peut pas tenir debout, parce que si c'est la vieille version de Clark, ça veut dire que le Clark qui est sur la Terre avec Lois va vieillir jusqu'à revenir ensuite dans le trou noir, sauver son Clark, et après revenir lui-même, revivre cette même vie qu'il a vécue avec Lois. Donc il y a un paradoxe temporel. Ouais. Et en plus, il y a du coup 2 Clark, alors qu'il ne devrait pas y en avoir 2 si c'est le même personnage. Tu vois, ça existe dans le vortex, mais pas en dehors de la réalité. Donc ça, déjà, c'est un peu bizarre. Et surtout que ça fait vraiment qu'en termes de relation, ça fait que Lois en fait retrouve elle est de nouveau avec un Clark qui n'a rien vécu en tant que tel, donc c'est un peu, ça veut dire qu'en fait on efface le trauma. Ouais. On efface le trauma, et d'un point de vue évolution de personnage, en fait on revient au point de départ, et c'est trop bizarre de dire, mais en fait vous n'aurez pas de suite, parce qu'en fait il ne peut plus y avoir de suite, puisque le Clark avec lequel on vous laisse à la fin
est un Clark qui n'a rien connu de tout ce que vous avez lu avant. C'est ça. Donc ça, c'est quand même le côté un petit peu, vas-y, j'ai bouclé le truc, ça fait un peu pirouette. Effectivement, t'as aussi que pendant plusieurs numéros, on te dit en gros que la Green Lantern en fait qui intervient pourrait être tombée enceinte de Clark. Alors le côté très stupeur, est-ce qu'il aurait réussi à, enfin, c'est pas ce qu'il aurait réussi. Moi, à mon sens, dans l'intrigue, on dit clairement qu'ils ont couché ensemble. Il y a des regards évasifs de Clark qui montrent quand même que... douche, quand elle l'appelle My Beloved Friend dans VO, tu te dis non, mais attends, Priest, il tend vers cette direction-là, quand même. Ils ont passé 15 ans ensemble. Ouais, mais c'est peut-être DC qui veut pas. Oui, c'est ça, voilà. C'est peut-être DC qui veut pas, et à la fin, on te dit, non, mais au final, en fait, parce que déjà, on t'explique déjà qu'elle est tombée enceinte par un système de parthénogenèse. Donc, elle a fait un enfant elle-même avec l'ADN de ce qu'elle pense être Clark, et en fait, non, c'était chimie. Voilà. Non, mais voilà, ça veut dire que de toute façon, le fait même de dire que c'est pas parthénogenèse, en fait, ce serait donc, pour dire, il y a pas eu d'accouplement, enfin, ils ont pas baisé. Et en plus, après, on te dit, mais en fait, elle s'est gourée, la conne. c'était pas de l'ADN de Clark, mais alors d'un autre personnage, tu vois, c'est, j'avoue que ça fait des DC Comics qui dit à Priest non je suis désolé frérot, Superman il couche pas avec une autre meuf et surtout il aura pas d'enfant et ouais. Ça pour une histoire, c'est pas du Black Label celle-là si ben non, en tout cas c'est pas c'est pas ça doit être pour ça parce que clairement ça là on sent une ingérence éditoriale je trouve et qui est malvenue dans le sens où effectivement si Clark décide de ne pas rentrer à la maison on peut très bien le dire il va élever un nouvel enfant sur une autre planète quoi, c'est pas grave, tu vois. Oui, il a le droit de vivre une autre vie hein. C'est vrai que ça aurait été plus osé, peut-être que ça aurait été permis si ça avait été vraiment dans un Black Label d'avoir effectivement un Superman qui s'éloigne littéralement du canon en fait pour aller faire autre chose quoi. Et puis c'est un truc qui est réel, je veux dire quand tu connais un traumatisme des fois tu peux pas revenir à ta situation initiale. Et justement la pirouette qui est trouvée qui est de dire en fait c'est comme tu vois si par exemple moi je suis en couple avec une femme par exemple, enfin c'est le cas d'ailleurs. C'est comme si je me fais agresser, j'ai un traumatisme et au lieu en fait d'aller chez le psy et d'essayer de me faire soigner ou de vivre avec ça, je trouve un scientifique qui m'envoie en arrière dans le temps, je prends moi avant l'agression, je me téléporte dans le présent, et puis je me casse, et puis je laisse ma copine vivre heureux avec le moi non traumatisé parce que c'est compliqué d'assumer, tu comprends. Enfin, c'est curieux comme message à envoyer, je trouve. Et à mon avis, c'est là que je sens qu'il y a eu un refus d'obstacle, en fait. Ouais, c'est mais ceci étant, on est à la fin de la partie spoiler, là? Oui, c'est bon, ouais. D'accord. Ceci étant, rien de tout ça n'interdit le fait que c'est vraiment une histoire différente, c'est vraiment une façon, très originale et très innovante de penser Superman, qui diffère beaucoup de ce qui a été fait, même sur les grands runs de ces 10 dernières années, comme celui de Tomasi et tout. Moi, je la recommande vraiment cette histoire-là, à supposer que vous compreniez que la décision finale, c'est une décision un peu d'escroc, et que ça n'invalide pas la piste que vous êtes vous-même fait dans la tête pendant toute la lecture de l'album, qui est celle qui aurait dû avoir lieu. Très bien. Superman Lost, c'est disponible chez Urban Comics. Ça coûte 24€. Et là, c'est plutôt épais. C'est du papier fin, ce qui permet de faire tenir dans un album qui est pas trop épais. Le fait d'avoir quand même 248 pages de récits, ce qui est plutôt sympa. Dans un format un petit peu agrandi parce qu'ils l'ont mis en DC Deluxe. Corentin, on va terminer avec que de l'indé et avec ce qui aurait dû être peut-être normalement ton coup de cœur de ce podcast parce que c'est une production, c'est un album fait par deux auteurs que tu adores littéralement, dont on dit beaucoup de bien de façon générale. C'est Là où gisait le corps, Where the Body Was. Gisèle le corps. Gisèle le corps. Mais où est le corps de Gisèle? Où est-il? Qui a tué Gisèle Rose? On ne sait pas. C'est le nouveau volet de la trilogie. Ouais, donc c'est de Ed Brubaker et Sean Phillips. On ne présente plus ce duo incontournable. Mais si, présente-les, Arnaud. Bah non. D'accord. C'est Criminal, c'est Fatal, c'est Kill or Be Killed. Depuis quelques années, ils ont arrêté de faire de la série régulière depuis en fait depuis Pulp. Non, pas Pulp, mais avant Cruel Summer. Mais Heroes Have Always Been Junkies? Non, mais parce que la reprise de Criminal. Ah oui, Criminal, Un été cruel, c'était un été cruel. C'était parti, ça avait été publié chez Delcourt sous le titre Un été cruel. My Heroes, c'était leur premier essai dans vraiment dans le format roman graphique. Et une fois que la reprise de Criminal, donc, qui a été compilée, donc, dans Un été cruel, excellent, au demeurant, chez Delcourt, ils n'ont plus sorti que des albums en récit simple. Alors, il y a eu la série Reckless, c'est un peu les, c'est une série de romans graphiques. C'est une série de romans graphiques, c'est un peu comme, c'est une série d'albums comme Tintin l'est exactement. dans son essence. Donc c'est auto-contenu, vous pouvez lire le tome 3 avant d'avoir lu le tome 1, c'est pas du tout dérangeant. D'ailleurs, il n'y a pas de tome maison. Voilà. Sur les dos. Et en dehors de ça, ils ont aussi fait des petits romans graphiques comme Pulp en l'occurrence. Et là, c'est un peu dans ce genre de cadre qu'on est, c'est-à-dire c'est un récit complet, auto-contenu, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Ça s'appelle donc Là où gisait le corps. C'est Brubaker et Phillips qui essayent un petit peu de sortir de ce dont ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire
du pub, du noir. Il y avait Night Fever aussi l'année dernière d'ailleurs maintenant. Extraordinaire. Que moi je trouve nul. Enfin que Génial. ouais, on est pas d'accord là-dessus. Mais on sort de ces ambiances feutrées, un petit peu oppressantes, voilà, ce code vraiment du roman noir et tout ça, pour aller vers un whodunit. Alors techniquement, un whodunit, c'est quand il y a un crime, on essaie de savoir qui l'a fait. C'est littéralement le nom de ce registre, de ce sous-genre en fait du roman policier et du polar. Sauf que là, on est dans une banlieue. On s'intéresse à différents types de personnages, avec une gamine qui aime se prendre pour une super héroïne, avec un mec qui est censé être un flic, une nana qui en a marre de son mari et qui décide d'aller voir ailleurs. Voilà, tout un tas de personnages qui gravitent autour de ce corps qui finira par être découvert. Et Brubaker essaie de jouer, peut-être même d'inverser les codes, en tout cas de s'en moquer un petit peu pour faire un récit où il va vraiment prendre le lecteur là où on n'attend pas, en fait, je pense, où il va peut-être même te dire, ah, tu voulais ce genre de récit. Absolument. Et ben, c'est exactement ce que je vais pas te donner, avec en filigrane vraiment un récit qui parle plus d'amour, c'est une histoire d'amour concrètement, et du temps qui passe aussi, du fait d'avoir fait de prendre des décisions à un moment donné, de pas voir que parfois tu loupes des choses qui sont juste devant toi, et que quand tu essaies de rattraper les choses 20 ans plus tard, en fait ça ne marche pas, parce que l'instant, parfois il faut le prendre, justement, il faut saisir l'instant présent. Alors c'est pas inintéressant en tant que tel, je trouve que en plus Sean Phillips il fait un travail qui est impeccable. Enfin, il y a plus grand chose à redire c'est très sage, tu vois. Je trouve que c'est assez sage parce que justement l'intrigue est, alors c'est pas un huis clos parce qu'on est dans une petite banlieue, mais c'est quand même, la banlieue reste le lieu en fait de l'intrigue, donc ça varie pas beaucoup, mais je trouve que graphiquement ça se lit très bien. Enfin, tu vois, il y a pas de souci et tout ça. Mais par contre, une fois que t'as quand même compris un petit peu le message et que tu dis que c'est très efficace quand même sur le twist en fait et la façon dont il veut prendre le lecteur à rebours, moi, j'en suis ressorti en me disant quand même, avec le sentiment très mitigé de me dire, c'était quand même pas incroyable non plus. Je trouve et que ça fait un peu comme un film à gimmick, tu sais, de M. Night Shyamalan, en fait, où si tu connais le twist, une fois que t'as vu le twist, en fait, tu vas pas regarder de nouveaux films parce que il y aura pas quelque chose de supplémentaire dans la mise en scène ou dans ce que ça raconte ou dans l'intensité qui va faire que tu auras envie d'y revenir, même si tu connais le dénouement. Par exemple, tu vois, Le Sixième Sens, moi, je l'ai vu une fois, je l'ai plus jamais regardé après, parce qu'en fait, une fois que tu sais que Bruce Willis est mort, et désolé si c'est un spoiler pour des gens encore, tu vois, c'est le spoil le plus connu de la Terre. Ouais, sûrement, tu vois, mais c'est pas comme le Star Wars 5. Quand tu regardes Star Wars 5, tu sais que Dark Vador est le père de Luke, mais tu regardes quand même parce qu'il y a plein d'autres trucs à voir. À l'inverse, je trouve que Sixième Sens, une fois que t'as vu le twist, tu l'as vu une fois et c'est du one-off, quoi. Après, tu le remates une autre fois pour voir comment ça tient debout, et après tu le revois plus, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais pour le coup, moi je trouve qu'on est dans ce cas de figure, et donc pas une lecture désagréable, mais vraiment, pour moi, je pense vraiment que là où Gisèle Corr montre vraiment qu'il est temps pour Brubaker et Phillips de repartir sur de l'ongoing, sur quelque chose de plus long, d'avoir des univers et des personnages sur une intrigue de plus long terme, parce que là il commence peut-être à fatiguer. Alors c'est une bonne fatigue, c'est-à-dire que je veux dire, le jour où moi-même fatigué j'arrive à produire quelque chose de cette qualité, je serais bien content quand même, parce que c'est pas le cas, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense que et pour terminer, après je te laisse la parole, ce que je trouve dommage peut-être par rapport à la reconnaissance en fait que n'ont peut-être pas Brubaker et Phillips, c'est que peut-être que les médias qui auraient pu permettre à Brubaker Phillips d'avoir une plus grande aura sont passés à côté au moment où ils faisaient leur meilleur truc, c'est-à-dire sur Criminal, Fatal, Killer Be Kill, tu vois. J'ai vraiment l'impression que ils sont peut-être que c'était là peut-être les meilleurs même Fondu au Noir. C'est normal, c'était un nobody à l'époque de. Ouais, mais même Fondu au Nord, tu vois, Fondu au Nord, ils étaient installés quand même, tu vois, ils avaient quand même déjà. Fondu au Noir, c'est un coup manqué, ouais. Tu vois, et je me dis peut-être qu'on a loupé un coche, mais pas nous forcément, mais peut-être que dans l'ensemble, tu vois, de façon commune, on a peut-être loupé un coche pour vraiment mettre Brubaker Phillips. Bah oui, mais c'est normal ça, Arnaud Kikou. En fait, c'est comme j'ai envie de te dire, les gens ont découvert Harmony Korine quand il a commencé à faire des mauvais films, tu vois. C'est les premiers films de Korine, tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont meilleurs que Spring Breakers ou que Argo Drift, enfin Shadow Spring Breakers. Ouais, t'es dans ce clan-là, toi. Britney Spears, tout ça. Comme Fabri, le mec de Twitter aussi, il est en mode, ouais, c'est iconodule et tout. Mais après, il a un vocabulaire particulier. Donc voilà, donc pas une mauvaise lecture. Non, mais attends, mais laisse-moi réagir. Parce que t'es l'enchaîné sur la suite, là. Non, je disais juste, c'est juste pour conclure et te laisser la parole, c'est juste vraiment pas une mauvaise lecture en tant que tel, c'est pas mauvais, mais vraiment, c'est une œuvre mineure vraiment dans leur bibliographie, quoi. Bah, pour être gentil. En fait, moi, si tu veux, j'ai un problème avec cet album, c'est que je l'apprécie pas vraiment. Mais je comprends exactement ce qu'il est. En fait, il faut comprendre que si vous suivez Brubaker depuis très longtemps, il y a eu un point de rupture en fait qui a été la sortie de My Heroes Have Always Been Junkies, qui était le moment où en fait on revenait enfin. Spoiler alert, je sais pas.
au début de Criminal, c'est-à-dire au tome 1 de Criminal Coward en fait, où on n'avait jamais vraiment envisagé la suite de Coward, et là en fait on s'aperçoit que dans son esprit tout ça a grandi et mûri et maturé avec lui, et que justement il est arrivé à un âge en fait où il peut commencer à regarder vers l'arrière. Et là, du coup c'est paradoxal parce que My Heroes justement c'est un bouquin qui parle d'adolescence et qui parle beaucoup de l'adolescence même de Brubaker. Et on a commencé à avoir petit à petit des récits qui manifestaient cette prise de conscience sur le temps qui passe, sur l'âge en fait qu'il avait finir par atteindre. Pulp, c'est l'histoire de Brubaker. C'est un vieil auteur de fiction dans une Amérique qui change, qui se fascise petit à petit, parce que c'est littéralement les années 30 aux États-Unis. Et lui en fait qui se pensait comme à une époque un peu le cow-boy de la fiction et tout, réalise que ça y est, c'est un vieux monsieur, qu'il a des dettes à payer et qu'il est entouré par une communauté. Dans Pulp aussi, on a ce bâtiment justement où il croise ses voisins, où il a une épouse et tout. Enfin, il y a un truc qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel que en fait quand il était ado, quand il était jeune, où il y avait plus ce côté un peu jeune con quoi, qui aime bien quand ça défouraille, qui aime bien le twist dans le film de braquage et tout. Là en fait, ce qu'il a envie de parler de ce dont il a envie de parler maintenant, c'est plus d'humanité, tout en s'accrochant justement à cette obsession pour le polar, pour le policier et tout. Si vous regardez, donc là, je vous parlais de My Heroes pour l'adolescence, l'entour adolescence, et le temps qui s'est passé depuis Criminal 1. Pulp, c'est le vieux scénariste. Bad Weekend, c'est quoi sinon, en fait, l'interrogation du fait que ses mentors, maintenant qu'il a vieilli, il peut se mettre à leur place. Il peut regarder en arrière sur tous les mecs qui l'ont inspiré dans la fiction comics et se dire, mais peut-être que ces gars-là, ils étaient pas parfaits, c'est des mecs qui se sont tués à la tâche, et parfois c'était un peu les enfoirés, et on a une histoire sombre, nous aussi, en comics. Et d'ailleurs, le vrai personnage principal de Bad Weekend, c'est le vieil auteur de comics, tu vois, c'est le vieux mec qui est un peu inspiré par toutes ces grandes figures qu'on a pu croiser en convention, qui font un peu la gueule et tout. Quand Criminal, la nouvelle série sort, on va enfin s'intéresser de plus près à Tig Lawless et essayer de nuancer un peu cette figure, en fait, du père enfoiré, du père qui était violent avec ses gosses. On va dire que à sa façon à lui, il les aimait, Ricky et l'autre. Je sais plus comment il s'appelle l'autre. Heureusement que Bigor n'écoute pas ça. Et je me souviens justement quand j'en avais parlé avec mon ami Renaud, qui peut-être nous écoute d'ailleurs, je crois qu'il avait offert Pulp à son père, lui, et on avait conclu ensemble que ça y est, Brubaker, c'était des BD de daron. C'était les BD que tu lis à 40-50 ans, quand t'as grandi avec un certain type de cinéma, un certain type de western, de films de thug, une certaine télévision. Et je pense que Brubaker assume enfin cette posture-là. Il commence à faire des œuvres qui ne parlent plus que de lui-même et de son âge. Et dans Reckless, c'est pareil, le héros, il est un peu âgé et il vient de perdre son père. Dans Là où gisait le corps, c'est quoi sinon une anecdote de jeunesse, et il te le dit dans la postface. Il dit, c'est un souvenir que moi j'ai. Ouais. Et quand en fait tu vois que tous ces personnages, c'est pas un spoiler, mais tous ces personnages en fait vont dépasser ce qui leur est arrivé ce jour-là, et qui en fait sert de moteur à l'intrigue, mais en fait c'est une base, et ce qu'il te dit à la fin, c'est ils sont tous devenus quelqu'un d'autre à la fin. Il garde ce souvenir en tête. C'est un peu comme quand toi t'étais ado et t'as vu, je sais pas moi, un mec se faire renverser par une bagnole et un autre mec qui arrive qui commence à faire une baston et tout. Tu t'en souviens, mais ça va pas définir ta vie en fait. Et là, il va déconstruire tous les codes du polar justement avec ce mec, comme tu dis, qui a un insigne de flic mais qui n'est pas flic. Ça aurait pu être à une époque le personnage principal d'un film, d'un comics de Brubaker. Là, c'est juste une pièce rapportée. En mode incognito. Voilà, là il te dit en fait ce truc-là, tu vois, ce gars-là, le pauvre, en fait, c'était juste un gland comme les autres, quoi. Et c'est tout, c'est pas grave. Et tu vois pareil l'espèce de petit couple d'ados à la Bonnie and Clyde, où encore une fois ça aurait été le sujet d'un comics criminal, ça à une époque. Et là en fait on te dit non, ça va pas forcément leur durer toute leur vie. Ils vont peut-être pas se faire buter par les flics de manière héroïque et épique. En fait ils vont grandir, ils vont vieillir. Et il y a une scène qui est extrêmement poignante où on te montre l'avenir de ce mec-là quand sa femme est atteinte d'une maladie grave, et il dit c'est la première fois qu'il a réalisé qu'en fait tout ce qu'il avait vécu avant n'avait aucune importance. Et ça justement c'est un mec qui a vécu, c'est un mec qui est maintenant âgé, qui a eu des traumas personnels. Je viens de vérifier, mais c'est vrai qu'il a quand même 57 ans. Voilà, c'est ça. Mine de rien. Mais Night Fever, c'était pareil, tu sais, c'était justement l'auteur de comics, qui était rangé, le mec qui était rangé, qui se dit en fait qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'avais fait un choix différent. Et c'est super intéressant pour un mec qui a bourlingué avec des vrais truands quand il était ado, qui a dealé et tout, et qui a même failli, il le dit lui-même, c'est pas moi qui invente, qui a failli finir en cabane quand il était ado, tu vois. Ouais. Donc tout ça maintenant, c'est ce qui va continuer à nourrir l'œuvre de Brubaker, mais lui-même ne vit plus grand chose de neuf. De fait, tu vois, depuis qu'il est auteur, il invente des histoires, il a eu des trucs personnels. Et en fait, là, ça rattrape justement son intimité à lui. Alors, je sais pas s'il a eu des gosses, mais son rapport aux femmes, je pense qu'il a beaucoup évolué. Tu te souviens, on avait parlé avec Bigor quand on avait fait le podcast sur Brubaker de Incognito, je crois, 1 ou 2, où il y avait ce moment où le héros, en fait, s'est passé pour un autre mec pour essayer de troncher une nana, tu vois. Et un truc qui a assez mal vieilli. Enfin, de coucher avec une nana, tu vois. Un truc qui a très mal vieilli. Et le rapport au sexe dans Incognito a très mal vieilli parce que c'était un comics de mec dans la vingtaine, dans la trentaine, qui avait encore un peu ses pulsions
maniqué et tout. Là, maintenant, c'est un mec d'âge mûr qui comprend qu'il a fait des conneries, oui. Et il y a du sexe dans cet album. Il y a du sexe dans cet album. J'ai apprécié qu'il y ait du sexe dans cet album. Et même ça, tu vois, genre le côté, c'est pas genre une passion secrète interdite ni rien, c'est en fait une nana qui s'emmerde et qui baise le voisin, quoi, littéralement. Et elle te le dit, je m'emmerde, donc je baise le voisin. Et ce petit moment un petit peu d'intensité, de passion et tout, va la suivre tout le reste de sa vie. Et ça, c'est super. Vraiment, au niveau de la bibliographie de Brubaker, il est ultra cohérent, cet album. Et tu peux vraiment, en fait, l'ajouter aux autres comme une prise de conscience énorme d'un mec qui commence à voir le temps passer et qui réalise que, voilà, c'est plus l'époque où on écrit justement le twist de fin de Criminal en mode genre, depuis le début, c'était moi qui machin. Et, ça change, justement. Ça change parce que, il me paraît mineur aussi, cet album, parce que j'ai l'impression qu'en fait, Brubaker commence à parler aux gens de son âge. Et moi, j'aimerais bien qu'il soit encore un peu plus énervé, qu'il ait encore un peu de furie, un peu de texte au-delà du métatexte. Mais du coup, là, je me dis, ça y est, en fait, il a fait ces histoires qui parlaient aux trentenaires quand il avait 30 ans. Maintenant, il en a 60 quasiment. Peut-être que justement, ça nous dépasse un peu. Moi, je pense que pour le coup, je prendrais plaisir à lire Where the Body Was. Je refuse de l'appeler Là où gisait le corps. Quand j'aurai 50 balais et que pareil, je repenserai à quand j'étais ado, parce que voilà, moi j'ai grandi en banlieue, évidemment, on avait aussi des histoires pas d'histoires de meurtre non plus, mais il y avait des trucs en banlieue, voilà, ça arrive parfois. Peut-être que moi aussi je me dirais, mais qu'est-ce qu'il est devenu lui, qu'est-ce qu'elle est devenue lui, et ce serait peut-être un truc plus émotif, plus émotionnellement intéressant. Là, tel quel, effectivement, j'aurais pas forcément envie, et je suis désolé, c'est la première fois que je dis ça de ma vie, de le conseiller si vous n'êtes pas de gros fans de Brubaker. Un peu comme Furiosa, quelque part, justement, c'est un truc qui, pour moi, commence peu à peu à se destiner à une niche. Et j'ai vu les réactions que l'album avait suscité. J'ai même d'ailleurs été surpris de voir qu'il avait été mieux accueilli que Night Fever, alors que pour moi, Night Fever est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus nouveau dans l'usage des ambiances, des atmosphères et de l'esthétique. Parce que voilà, on va en Europe, les nuits bleutées, le monde de la nuit des milliardaires, etc., qui font des partous, etc. Enfin, c'est pour moi plus nouveau, plus intéressant. Alors que Where the Body Was, c'est vraiment, ça pourrait être une mini-série ou alors un petit film d'auteur un peu indé, voilà, qui est très sensible, mais qui pour moi ne me dit rien que je ne sache déjà, quoi. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Et par contre, je suis d'accord avec toi, il est temps qu'en fait il se challenge. Plus que le retour à l'ongoing, là je trouve qu'il pantoufle un peu, quoi. Il a son univers, il a ses codes. Même Reckless, tu vois, j'aime bien Reckless, mais les derniers tomes, c'était un peu, ça ronronnait tranquillement, tu vois. C'était pas, il y a plus de grandes nouveautés chez Brubaker. Mais c'est un peu un problème. Ouais. Moi, je serais bien pour une nouvelle série Criminal, pour le coup. Ouais, ou autre chose. Non, parce que ça a toujours été le moment où il se réinventait pour de vrai Criminal, tu vois, où il allait trouver une nouvelle façon de penser The City, etc. Mais tu voudrais pas juste qu'il refasse une autre... Moi, tu sais, j'aimerais bien qu'il fasse la fameuse suite de Fondu au Noir qui se déroule... Oui, carrément. Tu vois, ce genre de choses, de vraies propositions très différentes où justement tu t'intéresses plus au cinéma, mais au milieu de la télévision. Enfin, maintenant qu'en plus il va travailler littéralement en tant que showrunner de 2 séries télé. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est très occupé aussi en dehors, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a pas le temps de faire des ongoing, c'est parce qu'en fait il est très occupé sur d'autres versants médiatiques. Et que pour l'instant, en fait, c'est tout ce qu'il est capable de faire. Après, j'imagine que même Sean Phillips, qui a aussi de l'âge maintenant, n'a plus envie de dessiner pour le mensuel. Donc, il faut qu'il trouve des projets. Peut-être qu'il est... Alors, je vais peut-être être complètement iconoclaste, mais peut-être que Brubaker devrait aussi demander à un autre dessinateur de travailler avec lui. Ça, je suis assez d'accord. Quand il a fait pas Fatal, mais Velvet avec Steve Epting, c'était très agréable d'avoir un Brubaker illustré différemment. Ceci dit, il y a Marcos Martin. On a oublié de le mettre dans le dernier front page d'ailleurs, mais ça y est, c'est terminé. Pour Friday, ouais. Ouais, pour Friday, c'est terminé. Très bien, Corentin. Très agréable d'ailleurs d'avoir Marcos Martin sur un Brubaker. 2 tomes chez Glénat, le 3e arrive là un peu plus tard dans l'année, à la rentrée prochaine. Oui, ce sera une recommandation à l'évidence. Donc Là où gisait le corps chez Delcourt, 17,95€. C'est disponible, c'est sorti fin mai. C'est disponible donc en librairie et certainement dans des bibliothèques où celui qui s'occupe du rayonnage est fan de Brubaker. Et on va terminer ce Back Issues avec le gros morceau, littéralement, puisque l'album il est énorme et sec comme pour Gabriel Attal. Ouais, c'est ça, clairement. Ouais. Non, donc c'est âme augmentée, c'est 300 pages de bande dessinée, c'est un album de Ezra Clayton Daniels avec une préface de Darren Aronofsky. C'est très difficile à décrire.
En termes d'histoire, en gros, un couple de vieux monsieur, de vieilles personnes. Parce qu'il y a un homme et une femme. Oui, mais c'est pas un couple de vieux monsieur. Oui, mais de vieux monsieur, il serait deux monsieur. De vieilles personnes. On dirait des messieurs dans ce cas. Alors juste un couple de vieux, voilà, qui s'inscrit à un programme expérimental en fait pour transférer leur conscience dans des corps nouveaux qui seront non seulement plus jeunes, mais seront aussi augmenter comme le titre l'indique, plus de puissance dans les muscles et tout ça, quoi. Donc vraiment une meilleure version de soi-même pour revivre une vie avec encore plus de capacités. Sauf que c'est une procédure expérimentale et que les deux esprits vont se retrouver transformés en fait dans des corps complètement difformes, des sortes de trucs patatoïdes un petit peu vraiment assez répugnants, hein, faut le dire quand même. Mais le truc c'est que leur conscience est transférée, mais les cobayes initiaux ne meurent pas c'est une copie en fait, c'est pas juste un transfert, hein, c'est CTRL-C, CTRL-V, pas CTRL-X, CTRL-V, si vous voyez l'analogie. Et donc comment cohabiter, comment vivre avec l'idée que tu vis toi-même dans un autre corps qui est amélioré techniquement mais qui te ressemble pas du tout. Est-ce que ça veut dire que les deux personnes sont les mêmes et doivent vivre la même chose? Est-ce que l'une est différente de l'autre? Qui est la copie, qui est l'origine? Enfin voilà, ça soulève énormément de questions sur l'être, sur ce qu'on est, sur ce qu'on projette, sur qu'est-ce qui nous façonne. Est-ce que ce sont nos actes? Est-ce que ce sont nos souvenirs? Comment se façonne notre personnalité? Donc c'est très très riche. Dans l'intrigue en tant que telle, il y a pas mal de bouleversements parce que forcément, au fur et à mesure qu'ils s'apprennent peut-être à se connaître ou même qu'ils commencent à vouloir vivre entre chacun leur propre vie, il y a des tensions qui vont se créer. Tout le monde va pas forcément agir de la bonne façon non plus. Il y a des passages peut-être un peu glaçants. Là, je trouve qu'on est parfois proche de... Moi, je trouve qu'on en sort un peu égratigné de cet album même. Ouais, on est parfois très proche de l'horreur quand même, avec quelque chose qui est du registre horrifique. Et c'est juste une ambiance qui est extrêmement malaisante en fait, je trouve, dans tout ce que ça dans tout ce que ça convoque par rapport à l'aspect de ces personnages, par rapport à ce que ça fait remuer sur la peur de la mort aussi en fait, sur le fait de vieillir, sur ce genre de choses là. Parce que naturellement ton point de vue va plutôt se positionner sur celui du couple. Ouais, du couple qui fait la démarche justement pour pas s'en aller quoi, en fait, pour essayer d'avoir une deuxième chance ou en tout cas un surplus, un bonus. Grand récit quand même, vraiment récit très poignant. Alors je sais que on compare pas les œufs et les salades quoi, mais c'est une expression que j'ai inventée. Et les salades avec des œufs? Ah oui, on compare pas non plus. Non mais voilà, ça reste toujours parce que 404 donc c'est chez 404 graphiques, hein, je crois que je sais plus si je l'avais dit, mais ils ont quand même démarré extrêmement fort avec Au Dedans, qui pour moi est toujours le meilleur bouquin sorti cette année pour l'instant. Arkham j'avais trouvé ça joli graphiquement, mais sur l'histoire vraiment ça m'avait vraiment laissé sur ma faim. Et là je trouve qu'on est entre les deux, tu vois. Pour moi c'est pas aussi exceptionnel que Au Dedans dans ce que ça convoque. Par contre c'est dense, ça fait réfléchir, il y a graphiquement aussi c'est très intéressant, c'est un style qui est aussi c'est une approche. C'est très particulier. Ouais, une approche. Les découpages sont très particuliers. Très particulier, il y a quand même beaucoup de déformation de corps, il y a du body horror un petit peu, excuse-moi je te coupe, par rapport au découpage, il expliquait qu'en fait le quadrillage qui est fait pour les planches classiques en fait vient de l'idée qu'au départ ça devait en fait pouvoir évoluer sur une affichage d'iPad en fait. Oui, tout à fait, oui, parce qu'en fait on remarque que en fait vous pouvez diviser chaque planche en deux et ça fera en fait un affichage d'iPad renversé en paysage quoi. Ouais, ou de webcomic en général, des choses qu'on a souvent dans le cadre. Pas d'autres tablettes, je dis pas. Ouais. Parce que justement c'était le but c'était pas forcément censé être publié sur le papier à la base quoi. Il y a même une bande son qui a été faite pour. Ouais, je l'ai pas écouté. Ils l'ont pas mis en QR code du coup pour. Si certainement, mais je l'ai pas. Je t'avoue, je l'ai pas écouté. Non plus, pas encore. J'ai découvert ça en prenant le métro en venant chez toi pour savoir un peu quel était le projet, parce qu'effectivement c'est un album qui désarçonne. Hein. C'est probablement pas d'ailleurs un truc qu'on peut conseiller aux fans de Superman ou de Batman. Qui n'aurait jamais lu de BD indé, on va dire. Là on est dans un registre très très particulier. Il y a plein de trucs à dire. C'est généralement on essaie de faire des podcasts un peu plus courts, et là on a déjà fait beaucoup de monologues sur ce truc, mais effectivement il faut quand même décortiquer. Alors déjà ce qui est intéressant, c'est effectivement ce rapport à la vie, à l'identité, et est-ce que ça peut avoir de malsain en fait de prolonger la vie. Alors comme le dit Aronofsky lui-même, c'est pas un projet qui est tout à fait original. C'est l'atmosphère et l'ambiance qui vont varier le truc. Un propos sur pas forcément le handicap
mais le regard qu'on porte à la différence aussi, ouais. Voilà. Voilà, évidemment. Parce que je pensais au handicap, je pensais aux gens qui justement ont des jambes métalliques ou des membres en moins et tout. Là, ça vient s'intercaler par rapport à ça, puisqu'on nous explique que la vie qui a été créée, donc espèce de fœtus en forme de patate, en fait, n'est pas forcément une vie qui a moins de valeur. Et je trouve que l'album d'ailleurs ne prend pas parti par rapport à ça. C'est assez intéressant. On traite ces êtres comme des êtres qui sont vivants. Et notre regard sur eux, justement, cette espèce de distance répugnée, vient du fait que nous ne sommes pas en fait eux-mêmes. Et du coup, on ressent exactement l'émotion des deux personnages principaux, puisque c'est difficile, évidemment, de se dire qu'on va être grand remplacé, entre guillemets, par des patates qui ont des doigts palmés et qui parlent avec un transcodeur dont on imagine un bruit un peu strident et tout. Et qui ont une méga force. Effectivement. Alors ça, il l'utilise à la fin de l'album, surtout. Mais tel quel, ouais, il y a un vrai rapport à notre identité, à qu'est-ce qu'on recherche, en fait, en voulant aller plus loin que la mort. Qu'est-ce qu'on veut essayer de faire? Qu'est-ce que la science veut essayer de faire? Toi, ça a probablement dû te parler, d'ailleurs. Parce qu'il y a une vraie étude du process scientifique, avec la froideur que demande, en fait, la science. C'est-à-dire qu'on voit des scientifiques qui disent, OK, bon, on a bousillé le cerveau. Parce qu'en fait, voilà, c'est, comme Arnaud dit, c'est CTRL X, CTRL V. Quand on crée les patates, elles absorbent quand même une partie de la mémoire d'individus. C'est-à-dire qu'en fait, eux-mêmes commencent un peu à perdre la boule parce que il y a plein de trucs, de souvenirs personnels par rapport à leur famille, par rapport à leurs études, parce que la grand-mère en question était une scientifique. Elle a perdu ses souvenirs à l'aune de la création de son double. Donc il y a aussi un truc par rapport justement au fait de vieillir, au fait de composer avec une absence, et à la difficulté qu'on peut avoir à vivre justement en couple aussi longtemps sans avoir des regrets. Enfin, il y a toute une série d'épaisseurs. C'est un oignon, cet album, en fait, un oignon en forme de patate, qui est effectivement assez malsain, mais aussi assez poétique à plein d'endroits, assez noble dans cette espèce de rapport à l'être humain et dans le respect justement de la recherche scientifique qui est fait. Même si à la fin, il s'avère effectivement que le scientifique en question est pas juste un mec armé des meilleures intentions, hein. Il y a aussi une grande part d'ego et de cette espèce d'éternel renvoi à Frankenstein de dire, voilà, peut-être que si l'humain, il faudrait qu'il arrête de se prendre pour Dieu, et que juste il accepte que la vie humaine, elle a une finitude, et que même les déformations, entre guillemets, du corps humain, ça fait partie de la vie, et qu'il faudrait juste qu'on arrête de croire que le handicap est un handicap, et juste voir ça comme une façon différente d'être un être humain, tu vois. Donc c'est super intéressant, ça parle même de neurodivergence à mon sens, mais c'est un truc un peu trop long pour un seul podcast pour élaborer. C'est très beau, c'est vraiment très beau, je trouve, parce que c'est pas genre une claque esthétique, hein, c'est pas genre, waouh, t'as vu là les détails incroyables, la ligne de fuite, mais la façon dont ça utilise justement son dessin, ses couleurs, pour en fait signifier exactement ce que pensent les personnages, la forme des yeux surtout qui est constitutive de tout l'album, parce que il y a un côté pathétique. Pardon, c'est les pollens. Il y a un côté pathétique dans ses regards, très paniqué. Tu vois, quand à chaque fois qu'ils se parlent entre eux, les humains et les doubles, les doubles en fait ont l'air de faire pitié parce qu'ils ont un regard bas, un regard de poisson, tu vois, un regard vraiment qui fait pas naturel, qui fait pas humain, comme si eux-mêmes s'en voulaient d'être qui ils sont, et en fait pas forcément. Et à l'inverse, les humains qui eux réalisent que non, ils vont pas vaincre la mort, et que il y a ce truc là qui existe maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, comment on cohabite avec ça. Parce que tu vas pas les éliminer, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a des jeux qui sont assez intéressants aussi par rapport aux personnages cachés, on va dire, qui interviennent pendant cet album là, sur le dialogue interne, justement. C'est quoi vivre avec quelqu'un vivre avec son propre handicap, vivre avec sa propre fatalité. Et alors je crois qu'il expliquait qu'en fait au départ ce personnage là était plutôt un personnage fonction qui servait à faire avancer l'intrigue, et qu'il avait revu le truc à l'aune justement probablement des débats sur ces sujets là pour en faire un personnage plus entier, qui avait une conclusion plus humaine, quoi, qu'à la fin elle tenait sur ses pattes toute seule, quoi. Et qui permet d'avoir un vrai ressort narratif sur le devenir d'un autre personnage, pour le coup. Ouais, tout à fait. Alors Aronofsky compare ça à Hitchcock, à Cronenberg, enfin c'est des trucs qui sont très évidents, mais à mon sens j'ai peu d'œuvres de fiction qui m'ont fait sortir ce genre de saloperie, tu sais, qui te grattent un peu dans le cerveau. Ouais, ça démange. Tu vois, qui sont à la fois très intéressantes et pas forcément très agréables, même s'il y a des trucs que je trouve extraordinairement doux. Tu sais, t'as le moment où le pépé Hank parle avec la double de sa femme. Et elle lui dit, en fait, t'es toujours la même personne, même sans tes souvenirs, tu seras toujours le même mec dont je suis tombé amoureux il y a 45 ans. Ouais, c'est et au lieu de l'enlacer elle, il va dans la piole, et elle est en train de faire un montage, un collage pour leur petite fille, leur petite nièce, et tu vois, il lui tombe dans les bras, ils se font un câlin, c'est magnifique, tu vois, de se dire, ouais, l'amour, ça peut durer aussi longtemps que ça, c'est pas une chimère, c'est pas un mythe, ça veut pas dire que ce sera aussi passionné qu'au début, tu vois, mais
mais qu'il insère ces petits éléments-là. C'est vraiment, il est très proche de ses personnages et un peu, voilà, comme un scientifique ou un naturaliste. Il va pas les juger jusqu'au moment où il a besoin de basculer dans l'horreur, comme tu dis. Et là, c'est plus de l'horreur de dérangement, enfin de l'horreur, comment dirais-je, de décalage. C'est vraiment une horreur plus frontale avec de situation en fait. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, pour le coup, je sais pas s'il y a un propos sur l'aspect masculin ou l'ego masculin en général, mais il y a un truc par rapport. Ça pourrait, ouais. Voilà, tu vois, c'est pas anodin que ce soit la version masculine du personnage qui prenne ces décisions-là. Comme d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il y a aussi tout un sous-texte. Clayton Daniels, il est noir, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et il y a un sous-texte par rapport justement aux nouvelles matérialités du combat ethnique, on va dire, pour l'égalité des ouais, ça discute pas mal du fait de communautarisme en fait, quelque part, de se rentrer de l'appartenance en fait à une catégorie. C'est ça. Et du coup, quand tu projettes un esprit comme ça dans un corps qui en fait se débarrasse de ces questions-là, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il en fait, tout ça. Donc moi je prétends pas avoir une grille d'analyse ou de lecture qui soit vraiment définitive parce que je l'ai lu qu'une fois, j'ai lu que 2 interviews de l'auteur. Je vois à peu près ce qu'il a voulu faire, mais à mon avis c'est un truc qui marque. Comme on l'avait dit d'ailleurs quand on avait reçu Beaujoin ici. Moi c'est la cover en VO qui m'avait un peu fait bizarre, et comme j'aime bien ce genre de trucs un peu décalés, tu t'es allé dessus. Je crois qu'il a pas prévu de faire des comics dans la foulée, mais il en avait fait un autre. Et il faut que j'arrive le lire parce que c'est assez particulier vraiment comme écriture. C'est vraiment un travail d'auteur complet qui met plein d'épaisseur, plein de trucs dans une histoire qui, au demeurant, est du déjà vu. Donc ouais, moi j'avoue, je suis assez hypnotisé par ce que je viens de lire, tu vois. À tel point que c'est compliqué d'en parler d'ailleurs. Ouais, non, ça pourrait. En plus, j'imagine que d'un point de vue intellectuel, il y aurait des réflexions à faire avec des scientifiques, avec des philosophes, tu vois. Enfin, c'est ce genre de. Là, on parlait d'intellectualiser Kali encore. Là, on est quand même encore sur notre stratosphère en fait de réflexion quand tu veux en fait. Évoquer tout ce que ça peut justement convoquer en fait comme référence culturelle. Je pense qu'on est sur mais il y a quand même pas mal de postfaces aussi, d'explications où l'auteur lui-même vient aussi apporter pas mal d'éléments de réponse dans le texte en fait à ce qu'il a voulu raconter. Je pense que c'est très bien pour les gens un peu simples d'esprit comme moi, tu vois, qui ont peut-être parfois besoin qu'on leur rappelle, enfin qu'on leur donne la grille de lecture. Donc je trouve que c'est il parle du complexe d'infériorité qu'il a ressenti en école d'art, je crois, un truc comme ça. Mais même ça, tu vois, c'est juste une partie en fait. Ouais. Je me demande ce qui se passe dans la tronche d'un mec qui imagine ce genre de créature, tu vois. Enfin, bah, il y a des gens qui imaginent des trucs complètement fous. Donc ça, c'était aussi sorti au mois de mai dernier, donc chez 404 graphiques, donc épais BB de 300 pages et quelques dans un format agrandi. C'est du beau papier, c'est très grand. Enfin, pareil, le bouquin, c'est en fait, c'est la réflexion que je m'étais déjà faite avec Arcao dedans, c'est qu'en fait, d'un point de vue pur objet, en fait, tu dis, mais comment tu fais pour sortir des bouquins toujours aussi de plus en plus chiadés, t'as l'impression, quoi, et surtout même par rapport aux questions après parce que c'est 26,50 €, quoi, et tu dis, ah ouais, mais du coup, c'est con, et tu dis, mais pour 26,50 €, j'ai un bouquin de cette épaisseur, de cette taille-là, et pour 21 €, j'ai un 100% de Marvel. Ouais, voilà, exactement. Non, même sur l'indé, de dire que Kali, c'est 24,95, donc, et c'est dans un format plus petit. Malheureusement, c'est dommage, ça mériterait un grand format, monsieur iComics. Voilà, il est beaucoup plus petit et moins épais aussi, tu vois, donc c'est ce genre de questions-là, mais en tout cas. J'adorerais avoir l'avis de Bablet sur Âme Augmentée, pour le coup. Parce que quand le lisant, j'ai quand même ressenti un peu c'est pas lui qui l'a, c'est non, mais je sais bien, mais j'ai ressenti un peu du carbone et silicium, tu vois, pareil parce que t'as aussi ce côté dans le carbone et silicium, une nouvelle espèce qui arrive et qui en fait transcende l'humanité. Sauf que c'est fait de manière beaucoup plus positive, dans le sens où en fait c'est inévitable et c'est pas grave. Alors que là, il y a vraiment un duel qui se crée et qui est tu vois, j'ai pas envie, tu vois. Et dans le fait aussi que c'est un récit très lent en fait, ouais, qui découle très lentement. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette impression de temps long qu'on a pu voir dans Carbone et Silicium. Alors on n'est pas sur des millénaires non plus, hein, mais c'est vrai que t'as cette ambiance très posée en fait de ce qui va. C'est même quand il peut se passer des choses importantes ou des choses graves, d'avoir quand même cette impression, une forme de flottement un petit peu dans la lecture, qui fait que voilà, c'est quand même une lecture assez particulière. Clairement, hein, qui est à recommander. Mais en général, il y a très peu de bouquins au final qu'on ne vous recommande plus depuis un certain temps. Maintenant, chez 404, il y a quand même à chaque fois quelque chose d'intéressant à y trouver. Et Âme Augmentée, clairement, fait partie. Par contre, soyez assurés que c'est une lecture qui est bizarre. Ça, vous pouvez comme beaucoup d'albums chez 404 aussi. Au-dedans, c'est pas bizarre. Arca, c'est pas bizarre. Au-dedans, c'est pas bizarre, mais c'est pas... Non, je suis pas d'accord. Non, mais The Blue Flame, c'est pas un récit classique. Ouais, The Blue Flame, c'était... par la fin de The Blue Flame, tu te demandes un peu ce que t'as lu, tu vois. J'ai adoré, moi, personnellement. Ouais. Pareil, le Lovecraft, c'est pas un récit extrêmement... Oui. Tu vois. Il y a quand même un critère, je pense, volontaire ou involontaire,
de weirdness qui est inhérent à cette collection. C'est vrai. bien, hein, c'est tant mieux. Ah oui, il en faut de tout. Et puis justement, avec ce Back Issues, une nouvelle fois, de toute façon, c'est un petit peu le but de ces émissions, c'est de vous présenter, alors pas tout, parce qu'on n'est pas exhaustif, mais d'avoir une photographie à un instant T, t'as quand même de tout ce qui peut être fait dans la bande dessinée américaine. Et là, c'était 100% américaine, il n'y avait même pas de créa, j'ai même pas fait d'entorse, comme j'aime parfois le faire. Si, avec le Young Adult. Bah ouais, mais c'est quand même un Australien, un Américain. Et je sais, c'est bon, je rigole. Et techniquement, c'était du comics aussi. Et donc, on en a terminé. On vous rappelle que si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir. Il y a partager les émissions sur les réseaux sociaux et tout ça. Mettre des petites notes sur Apple, sur Spotify, sur Podcast Addict, un petit peu partout. On en a besoin. C'est comme ça qu'on peut exister aussi, parce que les algorithmes, c'est comme ça que ça fonctionne. On a un Tipeee également ouvert. Vous pouvez nous soutenir. Et on met un lien avec les albums dans la description de ce podcast si vous voulez les commander sur Comics Zone. Voilà, nos amis de Lyon, ça nous fait un petit pourcentage avec la filiation pour la VF. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit très bientôt, promis, pas dans 3 mois, pour le prochain Back Issues et donc pour les prochains podcasts. Salut!